Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctwim.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on fait le crypto rapport, principalement pour le Bitcoin et tout ce qui se passe au niveau partout dans la planète, donc partout dans le monde, au niveau global, les news au sujet du Bitcoin et principalement aussi, on regarde un peu ce qui touche un peu au blockchain, mais principalement, on a vraiment comment dirais-je, on va vraiment mettre l'accent sur le Bitcoin exclusivement. Pourquoi? Il y a beaucoup d'articles. Le Bitcoin, comme je l'ai vu dans un des articles que je lisais hier et comme j'en parle souvent avec mes partenaires ici au www.jctube.com, le Bitcoin, comme le dollar est la reserve currency mondiale, la reserve currency pour les cryptos, c'est le Bitcoin. Donc il y a énormément de news qui tournent autour des cryptos et le Bitcoin est aussi, enfin, de news qui tournent autour du Bitcoin et le Bitcoin est comme l'indicateur pour prendre un peu la température de l'écosystème crypto. Ben voilà, on passe par le Bitcoin et on verra exactement ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, le samedi, on se focalise sur tout ce qui est news, ce qui s'est passé au niveau du globe, donc Bitcoin en général, et puis sur tous les continents. Et après, principalement, on se focalise sur Wall Street, donc les banquiers, les institutions financières au niveau international. Et le dimanche, on fait exactement quoi? Le dimanche, on fait le Bitcoin Trading Time. Donc demain, on va pouvoir voir réellement tout ce qui se passe avec le Bitcoin au niveau du trading, c'est-à-dire analyse technique et price action. Ok. Donc bien, aujourd'hui, là, comme tous les samedis, vous savez bien, c'est une émission un peu plus relax dans laquelle je speed pas mal. Enfin, quand je dis que je speed pas mal, je vous donne réellement les articles, un bref commentaire et on passe à l'article suivant. Ne vous inquiétez pas, tous les liens de tous les articles et des vidéos que je partage ici avec vous, vous les aurez dans la description de vidéo ici un peu plus bas, comment dirais-je, dans YouTube, donc il n'y a aucun problème. Et s'il n'y a pas assez de place, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, là ça va être fait en deux parties. Donc demain aussi il y aura l'autre partie des autres news qui vont arriver. Donc bien, avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal, pour tous les messages privés que j'ai reçus, toutes les personnes qui sont là, on va dire, toutes les nouvelles personnes qui ont souscrit aux services et solutions qu'on offre ici au niveau du consulting. Donc là on reviendra en fin d'émission pour vous montrer exactement ce que c'est, principalement les consulting one-on-one, les consulting vidéo et ainsi de suite. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour passer un petit message, le message de maintenant, je dis bien maintenant, plus que jamais, vous avez vraiment besoin d'être éduqué financièrement. Parce que vous avez vu, comment dirais-je, beaucoup de personnes se sont senties fortes et c'était très bien. Donc j'encourage comment dirais-je, les personnes à prendre les devants et à vouloir améliorer, comment dirais-je, leur situation financière. Les cryptos étaient un bon actif pour pouvoir le faire, mais ça a été fortement haussier. Et vous avez vu que maintenant, c'est fortement baissier. Principalement, lorsque vous êtes dans les exchanges, ainsi de suite, vous ne pouvez faire que quoi? Acheter bas pour essayer de revendre plus haut, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas prendre avantage des short selling, ainsi de suite. Et dans ce que je vois à travers les consulting et les discussions un peu partout, les gens sont très peu diversifiés. Pour beaucoup, la diversification, c'est pas intéressant. Tant pis, chacun fait ce qu'il veut avec son capital, mais des investisseurs accrédités et avisés et initiés savent exactement ce qu'il faut faire au niveau de la diversification et bien sûr l'assurance. Mais là, on y reviendra, ce sont d'autres thèmes bien plus profonds. Mais le mot du jour, c'est éducation financière et sachez ce que vous êtes en train de faire. Si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos et mon canal sur Internet, là, vous allez voir un peu, on a beaucoup de choses en archive. Comme ça, vous allez comprendre un peu le fondement, le fond, le développement et le raisonnement et l'approche, bien sûr, que l'on a par rapport aux crypto et par rapport à pas mal de choses. Donc, je vous encourage vivement à regarder tout ce qu'on a en archive ici sur le canal afin de pouvoir comprendre le tout. Donc savoir qui je suis, ce que je fais, d'où je viens, quel est mon parcours. Tout ça c'est super bien expliqué dans les vidéos et dans la page internet, donc www.jzitune.com et pas mal d'autres choses. Donc voilà en gros ce qu'on fait. Donc là maintenant on va commencer et il y a beaucoup d'articles. Et comme je l'ai dit, je dis déjà, demain dimanche, ça va être une émission spéciale. On va faire bien sûr le trading, Bitcoin, ainsi de suite, analyse technique, price action, mais il y aura aussi une petite aparté, on va dire classe, on va dire ça comme ça, donc une aparté éducation dans lequel, vu que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça et que maintenant on a eu l'échéance des contrats futurs, CBOE et CMEI, il y a eu aussi un split qui a eu lieu, mais là on verra les effets du split sur le GBTC, donc le ETF nord-américain, donc on verra les effets la semaine prochaine. Et bien sûr, quand est-ce que ça va rentrer en vigueur? Donc là, durant la semaine de cotisation, on verra ce qui va se passer. Et bien sûr aussi, comme je disais, beaucoup de personnes voulaient savoir, connaître un peu le fonctionnement des contrats futurs avec les ETF et savoir exactement comment est-ce que cela peut impacter le véritable sous-jacent, dans ce cas-ci le Bitcoin. Donc là, demain, on va avoir une petite classe, donc on prendre le temps qu'il faudra pour pouvoir l'expliquer après qu'on ait fait le Bitcoin trading.
Et donc là, je prendrai le temps d'expliquer cela. Et comme je dis, on va prendre un exemple avec un actif qui est déjà tradé, qui a déjà des futurs, qui a déjà des ETF et avec lequel vous allez pouvoir voir, entre parenthèses, comme on dit ça, les manipulations, enfin, comment est-ce que les dérivés peuvent impacter le véritable sous-jacent. Donc demain, revenez demain, donc ne manquez pas d'émission de demain. Vu que c'est en vidéo, ce sera dans le canal, donc vous allez pouvoir la regarder tranquillement à votre propre discrétion lorsque vous allez avoir le temps, vu que bon, tout le monde a une vie aussi, hein, il y a des choses importantes, famille, ainsi de suite, boulot. Donc ça je le sais, donc voilà pourquoi les vidéos elles sont là. Et donc venez vraiment avec les neurones bien chargés parce que ça va être, c'est des notions que la plupart d'entre vous, je suis sûr, enfin et je le sais aussi, ne le connaissez pas. Ça vient de, ce que je vous dis toujours, de la bourse, on va dire classique. Comme je le dis et je le répète encore maintenant, le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'une nouvelle classe d'actifs comment dirais-je, dans la sphère, dans l'univers du trading. Donc vous devez savoir comment fonctionnait la bourse, donc les concepts et les mécanismes de la bourse classique. Donc comme vous le voyez ici mis à l'écran, Wall Street, comprendre Wall Street, et bien vous allez pouvoir comprendre, vous allez avoir des avantages. Donc ça c'est de l'éducation financière tout simplement. Ok, donc là j'ai fait une longue intro, mais c'était très 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 important de rappeler cela et vous allez comprendre. Lorsque vous comprenez Wall Street, le pourquoi de ces revues de presse, donc appelez ça comme vous voulez, donc moi j'appelle ça des rapports, donc là c'est rapports ici que je partage avec la communauté, vous allez comprendre l'importance de ces rapports, pourquoi est-ce que vous devez être toujours super bien informé et que cela va bien plus au-delà de ça. Rappelez-vous, lorsque je fais des crypto trading tous les jours, c'est quoi? C'est l'analyse technique. L'analyse technique c'est ceci, et tout ceci ici, l'analyse technique c'est la partie que l'on voit, vu qu'on voit le prix c'est un indicateur. Mais le trading, c'est bien plus que ça. En général, un trader institutionnel a 80% de fondamentaux et 20% d'analyse technique. Donc c'est juste pour pouvoir gérer son risque et voir bah, le prix du marché, il est comment, il est où. Ouais, mais aujourd'hui, ça va être des longs débats. Là, je vais faire une intro d'une heure si je continue comme ça. Donc on va en arrêter là et on va dire chaque jour, j'en donnerai un peu plus. Ok? Ou sinon, on va prendre trop de temps. Donc moi, je vais me bouger de l'écran. Et maintenant, on va aller réellement à ce qui nous intéresse. Donc, on va aller directement aux articles. On en a pas mal aujourd'hui, mais il y a pas mal d'articles qui vont être concoctés, enfin compactés. Donc, on va dire c'est des packs, 1, 2, 3 articles pardon, qui parlent de la même chose, mais chacun en amenant un petit aspect ou un petit paragraphe en plus. Donc, voilà. Donc, en fin d'émission, on reviendra sur le www.jctune.com. Et ne vous inquiétez pas aussi, vous allez avoir tous les liens. De la page, tous les liens vers le contenu des modules, donc via PDF, vous avez un lien que vous allez pouvoir télécharger et aussi directement ben, un numéro pour me contacter, WhatsApp, Viber, ainsi de suite. Tout ça en lien de vidéo, ça va être dans les premières lignes. Ok. Bon, premièrement, voyons un peu tout ce qui s'est passé. Excusez-moi, donc on va rafraîchir la page, on va directement en trade, on va regarder un peu la market cap et tout ce qui se passe en gros. Donc on a vu la market cap des cryptos, rappelez-vous à un moment donné on flirtait avec les 800 milliards de dollars, là on est tombé dans les 543, donc on remonte légèrement, timidement vers les 550 milliards de dollars. Volume est en train de baisser, donc ouais, un volume quotidien de 22 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin est en dessous et était au 30, ouais, entre 30 et 35, donc ça fluctue dans ces zones-là, mais ça reste là. Donc on voit principalement tout ce qui est en train de se passer, donc vous voyez qu'il y a cette forte baisse. Si on regarde ici dans les 7 derniers jours, vous voyez qu'on avait on avait une résistance super haut, on est sur le support, on a décollé du support et on revient vers le support, et là vous voyez qu'on a ici une résistance intermédiaire, mais on repart encore bien plus bas vers le support. Donc allez, le top 5 c'est Bitcoin à la tête, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, et voilà. Et lorsque vous regardez ici, donc vous voyez que principalement tout le monde est en train de subir exactement le même patron, excepté ici pour Stellar et le Cardano, comme vous voyez qui ont bien décollé depuis leur bas. Enfin non, Stellar uniquement, hein, pas Cardano. Cardano est pareil comme tout le monde. Et vous voyez, on a des hausses timides, hein, de 3-4%. Lorsqu'on avait perdu 10, 15, 20, 25% durant la semaine, bah, c'est très timide et ça ne fait pas grand-chose. Donc vous voyez qu'on est là. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau journalier, à part le Railblocks. Là, je vois qu'il est en train de faire très mal là dernièrement. Mais en gros, la reprise n'est pas super énorme, donc c'est pas quelque chose, comment dirais-je, pour dire ouais, non, ça va remonter. Non, on n'en sait rien. Il y a encore beaucoup de force du côté des vendeurs. Ça peut continuer à baisser plus bas et vous allez voir dans les articles ici ben, des analystes, ainsi de suite, qui, enfin, ce qu'ils en pensent et même moi, ce que j'en pense. Là, bon, pour ceux qui le savent, tous les vendredis, je me réunis avec les partenaires ici au www.jctune.com qui sont tout simplement d'anciens clients qui réellement, ben, je vois que c'est la crème de la crème des clients que j'ai eu. Et là maintenant, ben voilà, donc on se réunit et on fait le point sur les portefeuilles, ce qu'on a sur les news, analyse fondamentale, analyse technique, et on fait des projections bah, pour la première semaine comme on le voit. Et on est tous unanimes, notre consensus est baissier, on reste baissier pour le moment, bah, il faut attendre. Pourquoi bah, on voit que ça va continuer à baisser. Donc là, on voit ce qui se passe dans les dernières 24 heures, ça ne nous intéresse pas. Forcément, on voit que c'est flat partout, donc il n'y a pas d'action, donc il n'y a rien à faire. Donc il ne faut pas provoquer des trades ou essayer de rentrer dans un trade où il n'y a rien, il n'y a rien. Là, il faut regarder ce qui se passe et vous voyez que la baisse durant la semaine, bah, ouais, Bitcoin Cash, ouais,
joué. Ripple, très 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 forte baisse, mais il y a eu des grands vainqueurs quand même, hein. Vous voyez ici le Stellar qui a été le grand vainqueur, on l'a vu. Il y a aussi le Venchain aussi qui est monté fortement, qui sort de nulle part. Je ne connaissais pas, même non, c'est là. Donc là, je vais commencer à faire un peu plus d'analyse là-dessus. Et le EOS aussi qui est en train de monter fortement. Et voilà, en gros, c'est ça. Et Steam aussi a eu pas mal de news ici. Donc voilà, plus 31%. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les noms qui se sont sortis du lot, hein. Donc voilà, donc ça, c'est pour les pour les derniers 7 jours. Voilà exactement ce que l'on avait. Donc maintenant, on va quoi? On va aller directement, on va commencer avec les articles et le Bitcoin au niveau global. Il y avait une histoire pour laquelle je vais commencer. Là, ça touche vraiment les traders. Donc là, vous voyez que tout ce que tout le monde est en train d'essayer de faire aujourd'hui, enfin tout ce que tout le monde est en train de faire, c'est trader. Donc trader, spéculer. Donc beaucoup d'activités, beaucoup d'activités. Et vous allez voir, donc retenez bien ce que je dis, hein, par rapport à cet article. Je vais venir en lien, enfin je vais le relier à un autre article un peu plus tard, mais vous voyez ici, c'était un trader qui tradait avec de la marge, donc trading en margin. Rappelez-vous, comme je dis, que les professionnels opèrent toujours avec de la marge. Donc c'est quoi? J'ai 10 000 euros, je dépose 10 000 euros et on me donne 5 fois ou 10 fois ce que j'ai déposé. Donc je dépose 10 000 euros, ben, j'ai 50 000, ce qui fait que j'ai bien plus de pouvoir d'achat. Rappelez-vous, au Japon, ils ont jusqu'à 15 fois, à 15 fois. Donc ils peuvent prendre du levier jusqu'à 15 fois sur leur dépôt initial. Donc là, c'est quand même énorme. Donc vous déposez 10 000 et on vous donne 150 000. Donc là, c'est en gros, c'est ça. Donc là, vous pouvez faire de gros mouvements. Donc rappelez-vous, ça, c'est comme ça que les marchés sont réellement bougés. Donc imaginez-vous si vous pouvez faire ça avec 1 million, 2 millions, 3 millions. Et comme disait Mike Novogratz, qu'il y avait des centaines de milliards qui attendaient sur le côté. Donc là, si on prend de la marge avec ça et qu'on va rentrer dans le Bitcoin, donc ça fait de très 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 gros mouvements. Mais pour le moment, cet argent-là n'est pas en train de rentrer, il est en train d'attendre sur le côté tranquillement. Pourquoi? Ben, le Bitcoin n'est pas encore assez bas pour eux. En gros, c'est ça. Donc là, l'histoire d'un trader qui a commencé à trader dans le Bitcoin, ainsi de suite. Donc il avait pris de la marge, c'est monté fortement et après, ben, voilà, il a fait des millions et il a perdu complètement tous les millions pour, ben, depuis la grosse baisse qu'on a vue. Rappelez-vous, tout ce qu'on peut faire là-dedans, c'est quoi? Acheter bas pour revendre haut. Et vu qu'il n'a pas de couverture, il n'a pas d'assurance et il n'a pas pu prendre, on va dire, se hedger, donc pouvoir tirer avantage des positions baissières. Donc lui, il était 100% dans des exchanges, il y a des exchanges qui donnent jusqu'à un 3 ou un 4 à 1. Là, aux États-Unis, eh ben, voilà, il a vu tout ça retomber et maintenant ben, il a tout perdu. Donc il est au retour à la case départ. Donc vous voyez pourquoi? Ben, principalement lorsqu'il y a eu cette grande baisse. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes que je connais, beaucoup de clients qui ont eu pas mal de problèmes aussi, qui ont vu des fortes baisses. Bien sûr, certains s'en sont sortis vainqueurs. Quand on est quand même bien diversifié, ben, tout ne baisse pas forcément. Et bien sûr, si ça dépend où vous êtes rentré. Si vous êtes rentré dans le Bitcoin à 20 000, là, vous ne devez pas être très bien là maintenant. Donc la chose, c'est ça, c'est anticiper les mouvements et faire très attention à tout ce qui est au niveau du buzz. Donc là, voilà, je me suis attardé pas mal sur cet article. Pourquoi? Ben, parce que ça, c'est une chose qui est arrivée dans les dernières 2 semaines. Ben, c'est quelque chose qui a été très fréquent, un cas pareil. Ok? Donc voilà. Maintenant, continuons. On va bouger un peu les articles que l'on a petit à petit. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Là, c'est un panel que vous avez vu, que vous voyez ici à Davos, et on parle de quoi? Crypto Asset Bubble, donc la bulle des crypto assets. Donc, rappelez-vous, il y a beaucoup de choses très très importantes à Davos. Donc là, je reviendrai sur pas mal de vidéos. Donc j'ai une playlist là de je ne sais pas combien de vidéos. Là, je vais en partager quelques-unes avec vous parce que c'est très long. Rien que Davos dernièrement sur leur page, donc vous pouvez aller sur la page du World Economic Forum, c'est 235 vidéos qu'ils ont rajoutées. Et je sais bien que tout le monde n'a pas le temps d'être là, de regarder ça, vous avez une vie, le boulot, ainsi de suite. Moi, c'est mon taf. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est dans les news. Et juste pour vous faire une petite parenthèse sur Davos, il y a eu Davos, c'est la rencontre des élites. Donc vous voyez ici, hein, vous avez Jack Ma qui est là, vous avez Steve Mnuchin, donc ça c'est le ministre des Finances aux États-Unis. Vous avez Donald Trump aussi qui est arrivé. Donc c'est un rendez-vous très 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 important. Et il y avait tous les grands directeurs généraux de toutes les grandes corporations, institutions, ainsi de suite, et ils ont tous parlé du blockchain. Donc, Bitcoin, ça ne nous intéresse pas trop. Le blockchain, j'ai jamais entendu autant parler du blockchain que durant ces vidéos-là. Donc là, il y a quelques vidéos que j'ai partagées ici avec vous, donc vous allez vraiment voir la différence. Bon, c'est long, hein, il parle de l'économie en général, et puis directement la question clé. Tu penses quoi du Bitcoin? Ouais, Bitcoin, pour moi, c'est une bulle. Et puis, mais le blockchain, c'est fantastique, on l'utilise déjà. Donc là, tous les CEO qui sont en train d'en parler. Et donc là, c'est des panels très, très, très intéressants, énormément de choses. Et rappelez-vous, le mot-clé, c'est le blockchain. Et on y reviendra ici, dans ce crypto rapport. Donc restez bien connectés. On y reviendra ici. Vous allez voir exactement pourquoi je vous dis le blockchain et vous allez comprendre. Et lorsque vous allez voir blockchain, vous allez voir
tous ces directeurs, enfin généraux qui étaient là, représentant leur compagnie, parlant en faveur et vantant les mérites du blockchain. Et vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre réellement qui est le blockchain, qui soutient le blockchain. Et ici, on a Monsieur Schiller, et il y a aussi un article qui parle pas mal de lui. Donc là, vous allez voir exactement, ben, ici, vous l'avez là à l'écran. Et là, un peu plus loin, il y a un article où il va s'exprimer, va donner son point. Ok, donc là, on va speeder un peu plus. Donc on y va. Donc ça c'est deux articles sur lesquels je voulais vraiment mettre l'accent. C'était très utile. Et donc maintenant on va pouvoir commencer et se lancer. Voilà, maintenant on y est. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Ici on a quoi? Cette semaine dans le Bitcoin, on a vu les ups et les downs et sideways. Maintenant attendez, je regarde derrière moi, j'ai mes graphiques. On est flat, on est exactement à 11 035, on ne va pas. On a comme test, on a testé un support aux alentours des 9200. On est remonté et là on a un niveau de résistance, on va dire les 11 000. On a testé les 9000, oui, les 9200, donc on va dire 9000 pour mettre un chiffre rond, et la résistance ici, 10 000, 11 000. Donc on a tout ce trading range, mais on reste baissier. Vous voyez qu'on n'est pas en train de remonter clairement. Réellement, pour être haussier, il nous faudrait une clôture au-dessus des 12 000 et une clôture réellement strong. Hein, donc vraiment avec une bougie bien décisive pour dire non, allez là, maintenant on y va, on remonte, mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, Bitcoin haut et bas, mouvements horizontaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? It's a downer. Ici, donc le Bitcoin a des problèmes. Le Ripple, vous avez vu qu'il y a des problèmes. Donc le Ripple a atteint ses bas mensuel, donc c'est son niveau le plus bas depuis un mois, et le Ripple pareil. Donc là on en parle, cet article en parle largement et vient ramener quelques facteurs clés, quelques points clés par rapport à toute cette baisse. Continuons encore ici, donc un autre article. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ici, on parle de, donc, comme vous avez vu au début, hein, donc rappelez-vous ce jeune trader que vous avez vu trader, ainsi de suite. Et maintenant, on parle un peu de la psychologie de ces investisseurs. Donc, on me dit un peu les nouveaux crypto-investisseurs. Donc, rappelez-vous, la plupart d'entre vous aussi, même là, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire toutes ces vidéos? Donc, c'était aux alentours de, quoi, printemps 2017. Il y avait pas mal de clients qui commençaient à avoir de plus en plus de clients. Donc, réellement, les clients, on va dire ça, mes clients internationaux m'ont demandé... ont commencé à me parler des consultings. Je commençais à faire des consultings crypto, blockchain, ainsi de suite depuis 2016. Et ça s'est intensifié fin 2016, ça c'est au niveau international. Au niveau francophone, ça a commencé au printemps 2017 et ben, c'est le pourquoi de ce que je suis en train de faire ici. Après ça a commencé à monter, à monter, à monter. Là c'est pour la plus grande communauté, ainsi de suite ici. Et tous les autres clients, c'est toujours d'un point de vue, on va dire, qui sont déjà en consulting et tout bazar. Donc ça c'est au niveau privé. Mais là, donc vous voyez que ça commence à s'intensifier. Et maintenant par rapport à ça, on a des nouveaux crypto-investisseurs. Donc maintenant il faut voir quelle est leur psychologie. Pourquoi ils rentrent dans les marchés et qu'est-ce qu'ils abordent dans les marchés. On a le Bitcoin et... Là, cette psychologie de ces nouveaux crypto-investisseurs fait en sorte que, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh ben, directement, la conséquence, directement, c'est quoi? On voit ces petites altcoins qui commencent à avoir beaucoup de capitalisation. Et là, c'est dû, donc les deux, il y a on va même pas un parallèle, il y a un point, il y a une connexion entre les deux. Donc la nouvelle psychologie, enfin la psychologie des nouveaux crypto-investisseurs et crypto-traders, donc tout ce que vous voulez, crypto-spéculateurs. Et d'un autre côté, ben, donc les capitalisations de marché que l'on voit et ces mouvements complètement fous qu'on a vu dans certaines altcoins, ainsi de suite. Et c'est dû à ça. Et principalement, pourquoi? Beaucoup d'entre eux sont en train de rechercher le prochain Bitcoin. Bitcoin, maintenant, bah, il est monté là où il est. Et donc, maintenant, c'est quoi? Ben, vu qu'on voit qu'en 2009, lorsqu'il avait été lancé, ça valait des pennies, donc des centimes. Alors maintenant, bah, ce serait ça, donc acheter 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 d'une coin qui serait sous-évaluée maintenant donc à 1 cent ou 2 cents ou des fractions de cents ou ce que vous voulez, rentrer dedans un maximum et bah, voir ce qui va se passer et que ce soit le prochain Bitcoin. Donc c'est vraiment ça. Donc les nouveaux crypto-investisseurs, réellement c'est ça, c'est pour eux les cryptos et les altcoins, c'est vraiment quoi? Bah, leur ticket loto. Donc en gros, c'est ça de quoi on parle ici. Maintenant, il y a une petite vidéo bonus que je vous donne ici. Rappelez-vous, on parle des cryptos, on a parlé beaucoup de Binance, donc Binance qui est monté terriblement. Et là, vous avez le CEO de Binance, rappelez-vous, qui ont bougé d'où ils étaient, donc de la Chine pour aller directement au Japon. Et là, exactement, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il explique lui-même qu'est-ce que c'est que Binance, pourquoi est-ce qu'en 6 mois ils sont passés d'une ICO en étant maintenant, je crois que c'est le troisième, enfin ils sont dans le top 5 hein, des exchanges les plus performants et les plus, comment dirais-je, les plus actifs au monde. Et là, il parle réellement bah, de Binance et du futur des cryptos et ainsi de suite. Donc là, c'est très intéressant. Donc voilà. Ça faisait un bout de temps que j'avais la vidéo, je ne l'avais pas partagée, mais là, voilà, je mets le lien. Donc voilà, donc il y a aussi beaucoup de choses que j'ai à gérer au quotidien, mais pour la communauté ici, il ne fallait pas que j'oublie. Donc là, voilà, vous l'avez là. Maintenant,
Ici, on a un peu quelques projections, donc j'ai pris un peu quelque chose enfin quelques articles qui parlaient de ça, la projection du Bitcoin. Selon certains analystes et selon certaines personnes, ici donc là c'est le Blockchain Marketplace Executive, pour eux, ils voient une montée du Bitcoin au-delà des 100 000. Donc 100 000 ça fait quand même beaucoup, donc regardez là où on est, après les baisses qu'on a eues, ainsi de suite. Il dit malgré la baisse, même si le Bitcoin vient et tombe en dessous des même 3 000, 2 000, même s'il retourne à 100, bah pour lui à 100 $, donc il pourrait même remonter à 100 000 d'ici là, mais dans combien de temps et tout ça, bah non, c'est rien. Enfin là il ne sait pas, mais il voit ça. Et dans cet article, il défend ses thèses et voilà, il donne les points exactement qui lui font, qui font en sorte, qui démontre le pourquoi et le comment il est convaincu de voir le prix du Bitcoin au-delà des 100 000. Maintenant, les wallets, donc il y a quelques nouvelles choses qui se passent. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le Samurai Wallet qui a introduit quoi? Ben, le Bitcoin, donc transfert du Bitcoin via SMS, ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de pas mal. Dans un principe, ça devrait être ça. Donc, un SMS, c'est quelque chose de rapide, ainsi de suite. Et le Bitcoin Privacy Wallet, comme vous voyez ici, le Samurai Wallet qui veut vraiment donner un plus au niveau de la privacité. Donc, rappelez-vous, il y a beaucoup de problèmes de hack, beaucoup de problèmes de fraude, beaucoup de problèmes de transactions lentes, transactions ci, ça, qui doivent être répétées. Donc, des problèmes de replay, ainsi de suite. Et là, maintenant, eux, ils sont venus avec une solution. Et leur solution, c'est ça, d'avoir une app qui va vous permettre de, comment dirais-je, d'être un plus au niveau des transactions. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Il faut réellement voir si vraiment ça a été, comment dirais-je, si l'utilité et les fonctions réellement sont bonnes. Mais en lisant cet article, je me dis tiens, il y a quelque chose qui se passe ici et ça pourrait être un plus. Donc rappelez-vous que Bitcoin il y a en train de rencontrer énormément de problèmes, congestion au niveau de la blockchain, les commissions hautes, bien qu'on dit qu'on veut rabaisser les conditions, les commissions et ainsi de suite, la taille des blocs trop petite, les transactions par seconde qui doivent être vérifiées, authentifiées et accepter, tout ça c'est lent et donc il y a beaucoup de problèmes. Donc ça c'est une des solutions. Donc on verra exactement comment est-ce que cela va aller dans le futur. Donc là c'est quelque chose à suivre quand même de très près. Maintenant rappelez-vous par rapport à ce qu'on a vu, il y avait le Lightning Network ça fait déjà un bout de temps, à peu près un mois, hein, dont j'étais en train d'en parler. Et maintenant ils ont fait la première transaction instantanée, fee free, donc c'est-à-dire sans commission à partir de Lightning Network et qui a servi aussi à faire, comme la première transaction du Bitcoin, acheter 2 pizzas, ici, voilà. Ils ont voulu faire un petit clin d'œil à l'histoire du Bitcoin et répéter exactement la même chose. Donc voilà, donc vous voyez que ça, ce sont les Samurai Wallet, Lightning Network et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qu'il faut continuer à suivre réellement, avoir un œil dessus et voir comment est-ce que cela va avancer. Pourquoi? Ça peut être un plus pour le Bitcoin. Et donc vous voyez que maintenant, comprenez les choses. Pourquoi je vous dis tout cela? Oui, que Bitcoin maintenant est en train d'être, on va dire, ça va à la baisse et ça n'a plus sa magnifique, hein, sa vigueur pour remonter rapidement. Il n'y a plus autant de volatilité, on n'a pas de volatilité. Donc là, comme je dis, moi, avec mes analystes et enfin toutes les personnes qui sont avec moi, tous mes partenaires, le consensus, c'est on va rester calme, on verra jusqu'où ça peut aller, puisque ça peut encore aller bien plus bas. Maintenant, c'est quoi? S'il faut que ça remonte et qu'il y ait de l'enthousiasme, d'un autre côté, il y aura deux facteurs qui vont jouer ici. Premier facteur, ça va être quoi? Ceux qui ont raté la première entrée du Bitcoin, et quand on voit tous ces analystes qui parlent du Bitcoin à 100 000, certains même le donnent à 1 million, vous voyez ici, voilà, en parlant, voilà, lui c'est qui, voilà, le CEO de PayPal qui dit que pour lui le Bitcoin peut arriver à 1 million. Quand les personnes vont voir le Bitcoin à 1000, à 5000 ou quoi que ce soit, il y aura des personnes qui vont rusher pour en acheter. Donc ça c'est le premier facteur. Vu qu'on, là et maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi? On a, j'en parle souvent lorsqu'on fait des ABCD, on aura un trade gratuit entre parenthèses. Donc le racheter bien plus bas et on a déjà un indicateur, c'est les 20 000. Donc on verra combien de temps ça va faire, et ça va prendre pour remonter vers des 20 000. Mais d'un autre côté, quoi, peu importe le temps, là ici ce ne sera même plus acheter du Bitcoin pour le trader, ce sera acheter Bitcoin pour le garder. Donc acheter le Bitcoin, si on avait déjà des wallets, comme moi j'ai déjà un wallet, si je vois le Bitcoin bien plus bas, pour l'utilité que ça peut avoir dans un futur, tout simplement j'en achète et j'en garde plus, tout simplement, c'est ça. Donc c'est bien que moi je garde le Bitcoin en wallet. Lorsque je vois des opportunités de shorts, comme c'est le cas, comme on a eu dernièrement, donc j'ai parlé de quelques shorts que j'avais fait, 2-3 shorts que j'ai fait dernièrement, de 20 000 jusqu'à arriver en bas, le dernier c'est de 12 000 à 10 000. Là, c'est un plus. Ouais, avec des dérivés, c'est un plus. Donc là, c'est tirer avantage de ce type de mouvement et voilà, à avoir des gains et participer à ce genre de mouvement haussier ou baissier, peu importe. Mais le gros de l'histoire, ça va être ça. C'est par rapport à l'utilité future du Bitcoin. Et lorsqu'on est pratiquement, enfin on a combien? Je crois qu'on est proche des 17 millions de coins minés de Bitcoin sur les 21 millions.
Donc vous voyez qu'il n'en reste pas beaucoup, il reste 4 millions à être minés. Donc la chose, c'est quoi? Une fois que tout va être miné, là on verra réellement l'utilité du Bitcoin. Et pendant ce temps qui nous reste, on verra les fonctions, certaines caractéristiques et l'utilité et les problèmes de congestion du réseau, ainsi de suite, améliorer, je l'espère. Et donc là, ça fait ça. Ça va être un grand boom, premier catalyseur de la hausse. Et ensuite, après, il y a le côté utilitaire, bien sûr, au niveau des fonctions qui doivent être améliorées. Donc c'est ça. Ça, c'est au niveau psychologique, ce qui va se passer. Et là, c'est un scénario. On va dire que c'est un scénario positif. Donc si on verrait le Bitcoin être bien plus bas que le prix qu'on voit ici affiché à l'écran. Donc là, c'est ça. Et pour lui, pour le CEO ici de PayPal, pour lui, Bitcoin, comme il dit, un jour, sa valeur pourrait être 1 million de dollars. Continuons ici. Qu'est-ce qu'on a? Les ICOs. Vous avez vu que l'année passée, les ICOs ont généré près de 4 milliards de dollars. Et d'après une étude et d'après un rapport, donc un rapport de Ernst et Young, le rapport dit que 10% de tout cet argent a été perdu. Pourquoi? Dû à des vols, dû à de la fraude et dû à des projets qui n'ont abouti à rien. Donc là, très intéressant avec les ICOs en boom. Mais 10% de près de 4 milliards, ça fait 400 millions de dollars qui ont été perdus. Et 400 millions de dollars, c'est quand même pas mal d'argent. Et là, voilà, il y a pauvres investisseurs. Donc il y a, surtout aux États-Unis et en Chine, donc rappelez-vous, il y avait le ban des ICOs en Chine, ainsi de suite. Beaucoup de cas de justice, donc des personnes qui étaient derrière ces projets, derrière ces startups, ces startups ont été, comment dirais-je, traduits en justice pour tous ces problèmes. Maintenant, parlons un peu, on a parlé des ICOs, maintenant parlons un peu du mining. Et ici, c'est quoi Nvidia? Rappelez-vous, Nvidia, ça fait un bon bout de temps, pour ceux qui suivaient ces vidéos, je vous le disais, au niveau de la diversification, Nvidia et la montée du Bitcoin a profité à Nvidia. À pourquoi? Les GPU, donc les cartes graphiques, donc les Graphic Processing Units, comme vous le voyez ici, et principalement celle que vous voyez ici, donc la GeForce GTX, la de Nvidia. Et qu'est-ce que ça fait? Une montée phénoménale. Mais maintenant, Nvidia, la compagnie, ne fait pas que ça. Réellement, l'activité, voilà, les cartes graphiques et les cartes graphiques qu'achètent les mineurs, c'est quoi? C'est moins de 10%, je pense, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas les rapports devant moi. Il faut les voir actualisés. C'est une infime partie réellement de tout le business qu'ils font. Nvidia est très solide au niveau de l'intelligence artificielle, machine learning, et ainsi de suite. Ça, c'est un must. Et d'un autre côté, voilà, leur carte graphique, donc les GPU, comme vous voyez ici, c'était excellent pour l'activité minière. Donc voilà, exactement, ça a fait un boom pour les Nvidia. Et c'est ça. Mais maintenant, eux, le CEO et la compagnie elle-même dit que non, ils veulent mettre des dispositifs en place et certaines, allez, je ne vais pas les dire législation, mais ils veulent vraiment que les produits qu'ils sont en train de faire, donc qu'il n'y ait pas, ouais, comme vous voyez ici, des ruptures de stock des cartes graphiques et que ça aille dans l'activité minière. Non, eux, ils veulent que principalement ça aille directement aux gamers. C'est pour le gaming qu'ils l'ont fait. Donc maintenant, ils vont demander au commerce où ils sont distribués de faire très attention que les gamers puissent d'abord être les premiers servis et les mineurs soient les derniers servis. Donc en gros, c'est ça. Voilà ce qu'il y a dans cet article. Continuons maintenant. Maintenant, on parle encore des analystes et selon pas mal d'analystes, ici, il y a un consensus aussi qui dit que maintenant, c'est le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin, même après les corrections. Et ça rejoint ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Je vous dis que voilà, il y a le côté psychologique. Donc, j'ai raté le premier wagon, donc le train était passé, j'ai pas été dedans quand le Bitcoin était bas. Moi, j'étais rentré dans le Bitcoin personnellement lorsque le Bitcoin était à 600, entre 600 et 700. J'ai commencé à accumuler et à revendre une grosse partie des positions que j'avais lorsque ça atteint les 3000. Donc, j'avais déjà plus de 300% de retour. Donc, pour moi, c'est assez. Donc, comment je dis ça? Il faut toujours avoir une target. Vous voulez savoir que je ne sais pas, je ne connais pas le capital de tout le monde. Vous devez avoir une target. Et comme je dis, le Bitcoin, c'est jamais 100%. Comme je dis là, pour moi, les cryptos, ce n'est un actif en plus, une classe d'actifs en plus dans mes portefeuilles spéculatifs. Ça, vous devez le savoir. Donc, j'ai toujours des portefeuilles, enfin, ceux qui sont clients. Donc, vous voyez, vous avez vu dans mes live trading ce que j'ai en portefeuille. Les cryptos, c'est une petite place. Enfin, eux, ils occupent une place dedans. Pourquoi? Tant qu'il y a de la volatilité au niveau spéculatif, on est dedans. Là, il n'y a pas d'excuse. Quand on voyait un actif qui monte et qui descend et qui fluctue comme ça, oh, ok, on doit être dedans. Pourquoi? C'est un retour. Là, les cryptos, les cryptos et les commodités, c'est le seul endroit où il y a de la volatilité maintenant dans les marchés. Et là, vous allez voir, il y a des articles qui soutiennent ce que je suis en train de dire. Et ceux qui savent de quoi je parle, c'est ça. Il n'y a pas de volatilité pour le moment dans le marché. Il n'y a que dans les cryptos qu'on a de la volatilité. Donc, ça, c'était ce que les cryptos nous donnaient avant. Maintenant, il y a encore un peu de volatilité, mais vous voyez que ça va vers le bas. Donc, il y a encore des shorts à mettre. Donc là, j'ai encore préparé des nouveaux ordres shorts. Vous voyez, là, c'est en train de descendre en tournant les 10 000. Donc là, je mettrai quoi? Un ordre 10 500 ou 10 000. Boum, pour aller plus bas. Et là, on y reviendra demain. Mais maintenant, c'est quoi?
comme il dit, et comme je disais un peu, le meilleur moment devait être quoi? On a déjà un Bitcoin qui est bien plus bas et on sait qu'il va remonter vers où? Rappelez-vous, le prix est un indicateur. Si on a 20 000, c'est 20 000 dans la ligne de mire. Maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour venir à 20 000. Et on prend un risque aussi. Qui dit pas qu'arriver à 10 000, si on voit un support, ben, il se passe quelque chose et le Bitcoin continue à tomber et après il est oublié et que c'est une autre coin qui arrive là. Là, on n'en sait rien. Voilà pourquoi je dis qu'on prend du risque et on prend des décisions éduquées, donc sur base d'éducation. On est éduqué, on prend nos décisions, on dit tiens, je vais prendre X pourcentage de mon capital, le remettre ici dans le Bitcoin. Pourquoi? Bah, si je perds ce X% de mon capital, bah, ça ne m'affecte pas et j'ai un autre portefeuille dans lequel il y a d'autres choses et pas uniquement des cryptos. Ok? Mais là, il explique exactement bah, le pourquoi, du comment, bah, tout ce qui peut se passer. Donc là, il défend sa thèse. Donc là, je vais vous laisser l'article et là, vous allez pouvoir être là et vous-même le lire. Maintenant, en relation avec cet article, il y a le fameux mot qui a été créé dernièrement, hodl. Donc normalement, on dit to hold, donc avoir une holding. Mais il y a beaucoup de personnes qui, voilà, certaines personnes, ouais, comme ils disent, ouais, I hodl, donc ils ne savaient pas exactement ben, dire le mot correctement. Ben, là, c'était devenu quoi? Ben, c'est devenu ben, to hodl. Donc là, c'est quoi? Ben, c'est, on s'en fout de ce qui se passe, on s'en fout de la volatilité, ouais, comme il dit, un just hodl, c'est-à-dire achète-le, garde-le, mets-le dans ton wallet et tu t'en fous de ce qui se passe. Et tu le gardes. C'est ça, donc tu achètes et tu restes tranquille. Et après, ben, on s'en fout de ce qui est en train de se passer. Tu le gardes pendant 10, 15, 20, 30 ans, tout ce que tu veux. Et c'est ça exactement ce qui est en train de se passer. Donc, ouais, donc là, c'est la meilleure stratégie. Donc, vous voyez que euh, par moment, n'essayez pas trop de rentrer dans des trades compliqués. Là, c'est comme je disais aussi à pas mal de clients. Et c'est surtout ça, et ça aussi, c'était quoi la raison de notre réunion d'hier. On a regardé l'année 2017, on a fait un compte rendu de l'année. Il faut avoir un compte rendu honnête. Ok, tout le monde est bien, tout le monde est dans le vert, mais moi, personnellement, comme je le dis, et je le dis ici, je le dis devant tout le monde, j'aurais pu faire encore mieux. J'aurais pu faire encore mieux. Pourquoi? En faisant juste ce que cette personne dit. Pas uniquement qu'avec les cryptos, même avec d'autres actifs. Parce que je me suis rendu compte, j'ai eu beaucoup de trades où j'étais rentré, j'avais mes targets, j'étais sorti. Mais si j'aurais juste acheté et resté tranquille et laissé monter, ben là, ben, j'aurais encore des meilleures performances. Ouais, et c'est ça la chose. Pourquoi? Bah, juste achète et prends. Vu qu'on voit que la tendance est super haussière, le blockchain est super haussier. Donc là maintenant c'est quoi? On n'a pas un système qui est fermé, on a un système qui est constamment en train d'évoluer. Le système que l'on a doit s'adapter aux conditions de marché que l'on a. Et ça c'est très important aussi que vous devez savoir ça par rapport au trading. Donc toute votre stratégie, tout ce que tout ce que vous êtes en train de faire doit s'adapter aux conditions de marché. Donc au moment, si vous voyez que c'est le moment de, on va dire comme je dis bien, ça, vous le voyez dans les vidéos modules, sortir la casquette du Warren Buffett, donc acheter et tu le gardes et tu vas pour 10 ans dedans, ah ben, tu achètes et tu gardes et tu restes dedans pendant 10 ans. Quand c'est le moment de trader, on trade. Quand c'est le moment de spéculer, on spécule. Donc vous voyez, vous devez avoir cette lecture, cette interprétation correcte des cycles de marché dans lesquels on est. Et là, pour le moment, hormis crypto, maintenant, c'est un moment, on va dire, baissier. Donc là, ceux qui savent faire le trade, donc ça, ceux qui savent trader et trader à la baisse, donc être dans des bear markets, donc ouais, dans cette période de correction, on est dedans et on en profite. On va tranquillement, dès qu'on voit des opportunités, boum, on vient et on rentre dedans. Là, comme je dis, le trade de 12 000 à 10 000, même ça aurait encore pu être encore bien plus bas et on verra. Maintenant, repréparer des nouveaux shorts, 10 000 et voir si on veut atteindre les 9 000 et les 8 000. Donc ouais, là, c'est ça par rapport à cette classe d'actifs. Donc principalement ici, je suis en train de parler de Bitcoin. Mais dans d'autres cas, des compagnies comme vous avez vu, Nvidia, ainsi de suite, qui sont montées tranquillement, bah, c'était regarder ce qui se passe en 2017. Au lieu de les trader petit à petit, bah, c'était bah, tiens, acheter maintenant et les garder. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on va revenir. Donc moi, personnellement, je vais réajuster le tout. Donc là, je dois aller aux fondamentaux. Donc c'est très important les fondamentaux. Donc je dois connaître les business de Nvidia, ainsi de suite, et tout ça. Donc là, vous allez voir à quoi je m'en réfère un peu plus loin. Et maintenant, bah quoi? Si on voit le Bitcoin qui revient plus bas et qui se stabilise, donc qui nous crée un support, et que c'est le moment de revenir et de racheter à la hausse, et ben ce serait ça, racheter cela, donc racheter du Bitcoin et en wallet et aussi en dérivé pour aller à la hausse, donc les deux iraient monter, donc wallet j'achète, boum, j'oublie, donc là je remets un stock dedans, directement avec les dérivés, ben, profiter des positions haussières, donc même acheter le plus bas possible et voir si ça peut aller vers le haut. Rappelez-vous, toujours avec des risques, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais là on assume les risques. Et d'un autre côté aussi, bah, pour être diversifié, bah, aller dans toutes les compagnies qui sont en train de développer le blockchain et qui pourraient utiliser les fonctions, les caractéristiques et l'utilité du Bitcoin dans un futur. Vous voyez? Et donc là, c'est ça aussi. Donc là, réellement, aller vers le haut. Vu qu'on a déjà vu ce qui est en train de se passer. Mais rappelez-vous, les performances passées, donc 2017, ne sont pas forcément les performances qu'on va voir en 2018. Et ça, il faut le savoir. Parce que comme je vous le dis, il y a des conditions économiques, macroéconomiques et globales macroéconomiques qui vont avec.
géopolitiques et géostratégiques qui vont avec. Donc il y a des risques systémiques. Et c'est pour ça qu'on est prêt à assumer ce genre de risque. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut très 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 bien le comprendre. Oui, c'est très 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 important ça. Ok, continuons. Ici, bon, ouais, bon, vous avez vu les CryptoKitties il n'y a pas longtemps. Ben maintenant, on a les quoi? On a les Crypto Celebrities. Et là maintenant, ben, il y a un jeu qui se passe sur base de smart contracts, donc ouais, que les utilités réellement dans le monde, non, mais voilà, tant qu'il y a des personnes qui peuvent avoir du loisir, maintenant c'est quoi? Ben, des échanges de cartes ici au niveau sur base de smart contracts, et c'est les celebrities, et là comme vous voyez, ben, c'est ça qui est en train de se passer, donc il y a des contrats qui s'achètent et des cartes qui sont échangées. Donc voilà, ça c'est une nouvelle utilité qu'il y a. J'ai vu ça, je me dis, ah bon, bah tiens, j'avais déjà vu les CryptoKitties, je me dis, bah tiens, tout ce pouvoir, toutes ces connaissances, toutes ces expériences, et on ne peut pas faire mieux que des CryptoKitties. C'est mon côté critique, c'est déjà quelque chose de bien, c'est un jeu, il y a une utilité, on voit l'utilité, mais même comme l'avait dit Vitalik Buterin, ils pensaient qu'ils allaient faire encore mieux. Parce que vraiment, ça s'arrêtait à ça, ben, c'est pas les principes même, c'est pas le fond même de l'idée de Satoshi Nakamoto. Il voulait bien plus que ça, c'est vraiment amené à améliorer l'économie, et ainsi de suite, et tout ça. Et là, on voit qu'on touche qu'au côté loisir. Et donc, voilà, comment dirais-je? Vous voyez, pensez ça pour des personnes avec un haut degré, un haut QI, donc super, super intellectuel, et voir que ça ne sert que, voilà, enfin, pour le moment, ils n'ont pas pu faire quelque chose de bien plus important, de bien plus impactant au niveau social que un jeu, un loisir. Vous voyez, donc voilà, j'essaye, enfin, j'espère que je me suis fait comprendre dans ce que je suis en train de dire. Ben, c'est ça. On voit l'utilité des smart contracts, ainsi de suite, mais juste arrêter là, à ce niveau-là, des jeux, ben voilà. J'avais lu quelques commentaires de pas mal de ces intervenants-là et ils étaient un peu... bon voilà quoi, ils se disent bah, c'est le début mais on espère qu'on peut faire bien mieux que ça. Donc voilà, revenons un peu à ce que je vous disais au début. Rappelez-vous, il y avait ce panel à Davos, il y avait monsieur, comme vous voyez ici, un monsieur Schiller qui était en train, enfin qui participait au panel. Et ici pour lui, ben voilà, il parle du Bitcoin. Il est toujours négatif au sujet du Bitcoin. Donc là pour lui, c'est une bulle, ça va aller nulle part, ça va disparaître. Et comme il a dit, même dans un, ça peut même prendre un siècle, mais pour lui le Bitcoin est voué à disparaître. Et il explique ce que c'est. Pour lui, il dit bah ouais, c'est une idée qui était pas mal. Une arnaque pas mal, une bonne idée pas mal, une idée géniale, enfin une arnaque pas mal, bien fondée et ainsi de suite, mais pour lui c'est voué à disparaître. Donc voilà. Continuons maintenant encore un autre professeur, donc là on va faire un peu un panel avec quelques professeurs, et là ben, c'est un autre professeur, un autre vainqueur du prix Nobel, donc monsieur Richard Thaler, ici que vous voyez à l'écran, et lui pour lui dit ben, Bitcoin et ses sœurs, donc toutes les altcoins pour lui c'est une bulle, et c'est aussi pour lui c'est voué à disparaître, ça n'a pas de valeur. Donc là il s'explique lui-même. Et encore un autre ici, un autre professeur, là c'est monsieur Nouriel Roubini que vous avez ici à l'écran, et là, pour lui, vous voyez, il a gagné pas mal de prix d'économie, et ainsi de suite. Et pour lui, là, il s'attaque directement. Déjà, bon, il a déjà parlé des cryptos, mais là, ici, c'est le Tether. Rappelez-vous le USDT, qui se veut être l'équivalent du fiat dollar américain, afin d'être utilisé sur les exchanges et dans le monde des cryptos, et ainsi de suite. Pour lui, ben, ça aussi, c'est une fraude. Et donc là, il défend sa thèse, et ainsi de suite. Donc, ouais, voilà, on a mis un peu un petit aparté des professeurs. Maintenant, on va où ici? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, BitConnect, rappelez-vous, là vu qu'on reste dans les fraudes, BitConnect, vous avez vu exactement ce qui s'était passé au niveau de BitConnect. Et maintenant, BitConnect à quoi? Bah, est attaqué, les investisseurs attaquent BitConnect en justice. Donc là, c'est pas fini et donc ça continue. Donc là, on passe ça rapidement, on en avait parlé. Donc là, on va voir un peu plus ce qui s'est passé. Maintenant, on va en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique? Ben, en Afrique, maintenant, vous voyez que il y a beaucoup de monnaies, qu'il y a beaucoup de problèmes d'inflation. Dû au problème d'inflation, qu'est-ce qu'il y a? La solution, c'est le Bitcoin. Donc pour pas mal de personnes, eh ben, dû à leur monnaie fiat qui souffre énormément de l'inflation, malgré la volatilité du Bitcoin, malgré les premiums super hauts qu'ils sont en train de payer là-bas dans certains pays africains, ben, le Bitcoin pour eux est un meilleur stock de valeur. Donc voilà, ça c'est le premier point en Afrique. Numéro 2, on va au Nigeria. Donc vous avez vu, quand on va avec les cryptos, il y a beaucoup de scams, beaucoup de hacks et pas mal de choses. Et au Nigeria, ben, ils ont trouvé des manières très très radicales pour combattre les hacks et les scams, ainsi de suite. Donc les utilisateurs, là ce que je suis en train de dire, l'article, je dis, tiens, ben, là c'est quand même fort. Pour être sûr que de vérifier les transactions, ben, les personnes créent des points de rencontre. Certaines personnes demandent même à avoir des preuves, enfin savoir, vu que, oui, que c'est des transferts qui peuvent se faire de manière anonyme, hein, juste avec deux adresses, ainsi de suite, bah là les personnes demandent réellement à se rencontrer, donc chacune vient, amène ses documents, qu'on puisse vérifier, avoir une tierce personne qui est là pour réellement vérifier l'identité des deux personnes qui vont faire la transaction et que les transactions se passent là. Donc voir la personne qui va rentrer l'adresse et vraiment valider l'envoi des bitcoins et d'un autre côté, enfin, et voir directement, bah, attendre jusqu'à ce que l'autre personne puisse le recevoir, enfin que les confirmations soient faites, mais le tout, on va dire, de manière avec la présence physique de chacune des personnes. Et donc vous allez voir vous allez voir, pardon, que dans cet article, il y a pas mal de petits trucs, comment dirais-je, qu'ils ont mis en place afin d'éviter tous ces problèmes de fraude, ainsi de suite.
Donc voilà, du fait que beaucoup d'inflation, beaucoup de problèmes avec les fiat, ils savent qu'il y a beaucoup d'engouement pour les cryptos et donc avec beaucoup d'engouement, beaucoup de buzz, ben, viennent les problèmes de hack, de vol et fraude et ainsi de suite. Et encore une fois, ben, c'est ça. Là, il y a un jeune millionnaire ici en Afrique, je pense qu'il y a 400 bitcoins si je me souviens bien de l'article. Attendez, voilà, ça met du temps à charger. Et il parle un peu ben, ouais, de tous ces problèmes d'inflation et ainsi de suite et tout ce qui est en train de se passer. Ah ben voilà, ce jeune de 19 ans ici, voilà, qui a combien? Qui a 401 bitcoins. Et il est en train de parler exactement ben, pourquoi les bienfaits du Bitcoin, qu'est-ce qu'il y a de tous les problèmes d'inflation, ce qui se passe au niveau politique là-bas, ainsi de suite. Et pour eux, ben ouais, les jeunes de sa génération, ouais, que les millennials, réellement c'est ça, ben, enfin même encore plus jeunes qu'un millénaire, donc c'est de ces tranches d'âge jusqu'aux 30 ans, ben, pour eux, ben, pourquoi? Ben, est-ce que le Bitcoin c'est vraiment un souffle nouveau, c'est vraiment comment dirais-je, une opportunité de se revendiquer et réellement, comme il disait lui, ben, voilà, de rentrer vraiment, de changer de classe sociale, voilà le mot qu'il avait utilisé, donc de passer d'une classe sociale moyenne à un super riche. Et voilà, ça ne peut être fait qu'avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que tout ce qui est industriel, corporatif, ainsi de suite, il dit pour lui ce n'est plus possible. Oui, ce n'est plus possible, par exemple, de commencer dans une entreprise il y a 20 ans, comme Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft, qui a fait plus de 25 ans dans la compagnie, et maintenant arrivé à être CEO, ben, des rêves pareils, les jeunes n'en ont plus. Donc il faut commencer à avoir d'autres choses. Donc aller venir là, commencer au boulot, donc commencer en bas de l'échelle, arriver en haut, il n'y a plus ces rêves-là. Commencer à avoir une grosse compagnie, patati patata, donc être le prochain Facebook, ainsi de suite, ben, pour certains, on n'y croit plus. Donc il y a comment dirais-je, ben, les cryptos peuvent donner, comment dirais-je, c'est ce souffle nouveau, c'est ce souffle d'espoir. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train d'exprimer là réellement. Maintenant, on va aux États-Unis directement. Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Rappelez-vous, je vous avais parlé des nouveaux ETF, hein. Il y a beaucoup d'ETF qui ont, comment dirais-je, qui vont être lancés. Donc, à la SEC, donc c'est l'équivalent de l'AMF, hein, pour ceux qui sont en France, la CNMV ici en Espagne, et c'est l'autorité des marchés financiers là-bas. Donc, ils ont reçu beaucoup d'applications pour des nouveaux ETF. Et pour le moment, ben, il y en a pas mal qui ont été mis en stand-by. Et tout ça, c'est par rapport à quoi? Au Bitcoin et à d'autres cryptos. Maintenant, on reste aux États-Unis et on va dans une université. Et ça, c'est un article que j'ai lu ici, hein, donc de Wharton School. Et là, on est sur Zero Edge. Et un des professeurs là-bas disait, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait de Jimmy Dimon. Il disait que son mind, donc la manière de penser de Jimmy Dimon par rapport aux crypto était erronée. Donc, vous voyez qu'il s'est excusé, monsieur Dimon. Et pour lui, quand on parle de crypto, donc ça signifie quoi? Ça signifie la fin de la monnaie que l'on connaît aujourd'hui, donc principalement les monnaies fiat, et c'est ce que sont demain, c'est ce que c'est, enfin ça c'est l'argent, enfin la monnaie de demain, bah, ça va être les cryptos. Et donc là, il explique ses thèses et ainsi de suite. Et on termine aux États-Unis avec quoi? Vous voyez, aux États-Unis, on approche de la période des filings. Donc, des filings de quoi? Des filings des taxes, donc déclaration d'impôts et ainsi de suite, et des taxes et tout ce que vous voulez. Et maintenant, bah, quoi? Bah, là, maintenant, bah, il y a un gros problème. Comment déclarer ces taxes Bitcoin? Bitcoin, c'est quoi? C'est une propriété, c'est un actif, c'est une action, gain capitaux. Donc, vous voyez que tous ces problèmes-là sont là. Et bien sûr, ben, on sait qu'il y a eu beaucoup de Bitcoin millionnaires dernièrement. Et ben, ça va être, comme on dit, le payday. Donc, maintenant, il faudra payer. Donc, voilà. Maintenant, on quitte l'Amérique du Nord et on va en Amérique du Sud. Ça avait vu les news du Venezuela. Rappelez-vous, la semaine passée, on avait vu qu'il y avait une délégation qui avait été envoyée par le président Nicolas Maduro pour aller au Qatar et essayer de faire une levée de fonds pour le pré-sel de leur pétrole. Donc, cette monnaie qui est backée par principalement le pétrole, donc valeur d'un baril de pétrole. Et en plus de ça, backée aussi par des réserves de diamants et des réserves d'or et d'autres métaux précieux et métaux industriels là-bas dans le pays. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour le pre-sale, donc c'est-à-dire donc pour la pré-vente, ils vont accepter des hard currencies, donc ils vont aussi accepter des fiats par rapport à ça. Ils vont accepter des fiats et d'autres cryptos, donc de l'Ethereum, enfin tout ce que vous avez en échange de ça pour pouvoir y participer. Donc voilà pour l'Amérique latine. Ici, je pense qu'on a encore autre chose. Non, on a fini avec l'Amérique latine, les Amériques, on va directement en Asie. Et en Asie, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de news. Donc ici, il y aura pas mal, il y aura peut-être deux, trois articles toujours qui vont, comment dirais-je, parler d'un même sujet. Donc là, je vais vous avoir concocté. Bien sûr, comme vous voyez ici, premièrement, on voit ici le cryptocurrency crash. Donc tout ce qu'on a vu, c'est quoi? C'était principalement, c'était dû à tout ce qui s'est passé en Asie. Donc on a vu bien sûr ce qui s'est passé en Corée du Sud et ce qui s'est passé en Chine dernièrement. Tout le remue-ménage qu'il y avait là-bas, ben, boum, les effets se sont fait ressentir directement sur les marchés. Donc là, premièrement, c'est ça. Maintenant, on va au Japon. Et on voit qu'au Japon, qu'est-ce qu'il y a? On a une des plus grandes compagnies, donc GMO, donc une grosse compagnie qui bosse au niveau Internet, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de payer une partie de son salaire en crypto. Et dans cet article, elle explique le pourquoi. Donc ça, c'est un des articles que m'avaient passé mes partenaires ici
au www.jctube.com, et donc c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Et maintenant, comme on a vu ça et on connaît la compagnie, là on est en train de regarder la compagnie GMO. Donc rappelez-vous tout ce dont on est en train de parler au début, Davos, ainsi de suite, et vous allez comprendre pourquoi la diversification. Ayez à l'esprit toujours ce que je vous disais, donc la baisse des cryptos, quand les cryptos vont arriver en bas, le blockchain et les compagnies derrière le blockchain, et vous allez revenir et vous allez voir le mot de ce nom GMO, il faut le garder en tête. Comme je l'ai dit, être bien diversifié. Comme je disais à un moment donné, quand on voit la montée que ça a eu et que je vois qu'en parallèle avec la montée des cryptos, enfin principalement du Bitcoin, il y a eu d'autres actifs qui sont montés fortement comme Nvidia, très fortement, tout ce qui était le SOXX, donc ça c'est le secteur des semi-conducteurs et aussi c'est le secteur de un ETF du cuivre. Donc le cuivre ça sert pour tout ça, pour les fils conducteurs, les chips, ainsi de suite, et tout ce qui est technologique, et d'autres secteurs, bien sûr internet, et d'autres compagnies qui gravitent, donc qui sont en satellite autour de tout ce qui est blockchain. Par moment, vous voyez que comme je disais que mes performances auraient encore pu être mieux. Pourquoi? Comme je dis, tout simplement achète le plus bas possible et reste dans ta position. Vous voyez, la chose, c'est quoi? C'est il faut travailler de manière intelligente, il faut reconnaître ses erreurs, il faut être humble aussi, parce que le marché comment dirais-je, nous éduque au quotidien. Et ce que j'ai fait en 2017, je ne veux pas commettre les mêmes erreurs en 2018. Donc je dois regarder, tiens, c'était bien, l'année était bien, c'était dans le vert, ok, tout le monde est dans le vert, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Vous voyez, moi, mon problème, c'est toujours ça, comme on dit en anglais, to improve. Donc, je dois m'auto-actualiser. Donc, je dois être autocritique avec moi-même. Et lorsque je vois ça, lorsque je vois ce genre de compagnie, ça me donne des idées. Mon but à moi, rappelez-vous, en tant que stratégiste, analyste et consultant, il faut générer des idées pour des clients et pour moi-même, bien sûr, premièrement déjà pour moi-même, et bien sûr aussi que les clients ici en profitent, réduire au minimum notre risque. Et quand il y a je peux dire ça comme ça, des trades gratuits, on prend les trades gratuits. Rappelez-vous, on a 3 casquettes: spéculateur, trader et investisseur. Quand c'est le moment d'être un trader, on est un trader. Quand c'est le moment d'être un spéculateur, on sort de la casquette du trader. Mais quand il y a pas on est dans un environnement avec peu de volatilité, énormément de liquidité qui va vers le haut, et bientôt cette liquidité va être retirée des marchés. Donc c'est ça aussi qui a appuyé cette forte hausse. À un moment donné, il ne faut pas être bête. Donc il faut s'éviter. Le but ici, c'est de faire travailler l'argent pour nous. Donc on va laisser l'argent travailler. Donc s'il faut le laisser travailler, qu'il puisse travailler rentrer au point d'inception des mouvements, et nous on reste dedans tranquillement. Rappelez-vous, maintenant quand on voit le Bitcoin, on va regarder demain, on est en train de faire un A, B, C, D. Là, il faut regarder ça en mensuel et en hebdo. Et si le point C, maintenant on va dire le point de retracement, d'accumulation et d'inception du nouveau, comment dirais-je, du prochain mouvement haussier. Si je m'en réfère au Bitcoin, c'est 8 000 ou 6 000 ou 5 000 ou 4 000 ou peut-être 1 000 dollars, il faut le prendre. Et si avec ça, il y a des compagnies qui sont en relation avec le Bitcoin et qui prennent plus ou moins, qui vont profiter aussi de cette impulsion. Rappelez-vous, les compagnies comme GMO ne sont pas à 100% que dans le Bitcoin, vous voyez, qui font pas mal de choses. Donc, vous voyez, ici, ils font quoi? Ils vont développer une industrie, enfin, ils vont développer une activité minière, ils sont dans la technologie, ils sont dans les semi-conducteurs, ils font des chips, ils font pas mal de choses, et aussi, ils sont dans l'Internet. Donc, vous voyez, ça fait pas mal de choses, tout ça. Donc là, on va pouvoir en profiter. Okay, donc là, le reprendre plus bas. Et c'est pour ça que lorsque je vois ces compagnies-là, vous voyez ici, pour moi, je flaire des bons coups. C'est ça mon truc, je dois flairer les bons coups et analyser ça afin de pouvoir en profiter. Donc c'est ça la chose. Donc ici, vous voyez, ces deux articles-là sont en relation. Premièrement, on a vu l'article, et ici, sur la page de la compagnie, eux-mêmes, ils le confirment. Donc c'est bon. Continuons maintenant. Maintenant, on va un peu plus loin. Et on reste au Japon, et on voit qu'il y a eu la licence pour Bitflyer, qui est un très très grand exchange. Et maintenant, cet exchange a été approuvé ici en Europe. Ils vont avoir leur succursale, on va dire ça comme ça, hein, leur siège social ici en Europe ou au Luxembourg. Et ils ont été approuvés, donc ils vont pouvoir donner des services ici aux traders européens, donc offrir du Bitcoin, euro et ainsi de suite, et pas mal de choses. Donc là, voilà. Donc là, c'est pour tout ce qui est japonais. Donc on va bouger celui-là. Celui-là aussi, on le bouge. Maintenant, on est là. Maintenant quoi? Donc voilà, donc là ça confirme, hein. Donc on est sur Coindu ici, donc là ça confirme l'exchange japonais ici il va aussi rentrer aux US et en Europe aussi. Donc là c'est confirmé. Maintenant, on reste au Japon, et qu'est-ce que l'on voit ici? On voit qu'il y a eu un immeuble, un building commercial qui va être vendu pour 547 bitcoins, donc la valeur de plus ou moins de 6 millions de dollars américains, et ça va être une grande première. Et donc voilà, c'est ça. Donc là aussi, c'est quoi? Le Japon, rappelez-vous, c'est un pays qui est bitcoin friendly, et là, c'est vraiment montré que voilà, qu'il y a des transactions qui peuvent être faites au niveau du bitcoin. Rappelez-vous, la compagnie qui va payer une partie du salaire de ses employés en bitcoin, l'utilité du bitcoin,
quelque chose qui est vendu en Bitcoin, le Bitcoin, le Bitcoin, donc vous voyez là, donc ça c'est très bien, donc là-bas au Japon c'est positif pour le Bitcoin. Maintenant, on a parlé du côté positif, mais il y a aussi des côtés négatifs, et ça c'est quoi? 400 millions de dollars qui ont été hackés à un exchange japonais, et dû à cela, ils ont dû arrêter ce qu'on appelle les withdrawals. Donc là, on a pu le voir sur l'exchange, c'était quoi le nom de l'exchange? On le dit un peu plus bas ici, et ça nous rappelle encore quelque chose. Alors c'était CoinCheck ici, et ils avaient expliqué via Twitter, donc un tweet pour dire quoi, vous voyez ici là, qu'ils arrêtaient les withdrawals, donc c'est qu'ils arrêtaient les retraits pendant un certain moment. Eux-mêmes, à un moment donné, ils n'ont pas dit exactement ce qui se passait, mais directement, vous avez le fondateur de NEM ici qui a tweeté un message pour dire ah bah tiens, bah, le hack qui s'est passé chez eux, bah, c'était grave, ainsi de suite. Et comme on voit ici, la somme, quand on parle de 400 millions, et ça a généré un certain mouvement de panique durant un certain moment. Et par rapport à ça, comme il explique ici, hein, il y a eu, comment dirais-je, à partir de ce moment-là, ben, directement, on a vu directement ben, des petites baisses souffrir, comment dirais-je, certains actifs souffrir une petite baisse. Et mais là, c'est quelque chose de très, 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 vous voyez que 400 millions, c'est pas petit, c'est quelque chose de très gros, et donc il y a des problèmes. Donc rappelez-vous tout ce que je disais déjà au début, il y a toujours des problèmes de hack, des problèmes de fraude, et pas mal de problèmes à ce niveau-là. Et moi, c'est pour ça que je n'aime pas les exchanges, c'est pour ça que je n'aime pas ça, quand c'est très peu régulé, et ainsi de suite. Donc la sécurité est un gros problème. Et 400 millions, il y a des familles, il y a des personnes qui ont mis de l'argent dedans, et ainsi de suite. Et rappelez-vous qu'au Japon, beaucoup de personnes opèrent avec du levier. Et un levier, c'est un crédit. Ou d'autres personnes même opèrent aussi en prenant un crédit à une banque pour avoir des capitaux, aller dans un exchange et dans l'exchange encore prendre du levier. Donc imaginez-vous dans le pétrin dans lequel ont pu être mis pas mal de personnes. Rappelez-vous, j'avais parlé d'un article et là-bas au Japon, les femmes tradent énormément. Donc les femmes là-bas au Japon, on les appelle Madame Watanabe. Et là, ce sont des personnes qui savent, ce sont déjà des, on va dire ça comme ça, experts traders en forex, surtout sur la paire dollar-yen, dû au rapport économique et on va dire de trade internationaux qu'il y a entre le Japon et, et les États-Unis. Mais bon, là, c'est bien plus macroéconomique, donc là, il faut comprendre bien les politiques de ces deux banques centrales. Et bon, ceux qui savent exactement c'est quoi, savent de quoi je suis en train de parler, mais ça va loin. Donc ça aussi, c'est un gros problème. Donc, vous voyez que tout n'est pas toujours rose au pays du Bitcoin friendly, donc au Japon. Maintenant, on quitte le Japon et on va en Corée du Sud, un autre pays qui était beaucoup dans les news. Donc, comme vous voyez ici, il y a énormément de news par rapport à la Corée du Sud. Mais comme je dis, il y a beaucoup de news qui sont en relation les unes avec les autres. Et principalement, c'était quoi? Les exchanges, les problèmes bancaires. Donc, en gros, c'est que là, ici, je vais vous faire court, je vais vous donner le résumé par rapport à tout ça. Les articles parlent en gros, rappelez-vous qu'il y avait eu des problèmes au niveau des exchanges, des ICOs, il y avait des possibles bans, pas bans, ainsi de suite. Il y a eu des manifestations. Au final, ok, on va pas fermer les exchanges, on va réguler les ICOs, mais on va réguler les exchanges au niveau quoi? Des comptes bancaires des traders et investisseurs qui opèrent dans ces exchanges. Et pourquoi? Ben maintenant, c'est fini les comptes anonymes, des comptes avec des pseudos, donc il faut des KYC, donc Know Your Customer, et des anti-money laundering, ou des, comment on dit ça en français? Oui, anti-blanchiment d'argent, voilà, c'est ça. Et beaucoup de rigueur. Donc les banques ont mis beaucoup de rigueur. Donc les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ne se sont pas attaquées aux exchanges, mais les banques ont commencé à fermer les comptes de tous ceux qui étaient relationné en relation avec des exchanges, des traders et des investisseurs, ainsi de suite, dans les cryptos et dans les bitcoins. Donc maintenant, c'est quoi? Bah, ils ont mis la pression et ils ont fini par gagner. Maintenant, bah, il y a des nouvelles régulations, des nouvelles législations et bien sûr, même au niveau des politiques, ainsi de suite, beaucoup de choses sont passées. Donc, vous voyez, tous les articles que vous allez avoir ici parlent de ça. Et même maintenant, pour des investisseurs étrangers, donc nos citoyens coréens ne peuvent plus maintenant ouvrir des comptes là-bas, avoir des comptes en banque et être mis dans les exchanges là-bas. Donc là, c'est en gros ce qui se passe. Donc ils ont certaines dates avant qu'il y ait une échéance, avant que ça rentre en vigueur, mais ça, ce sont déjà des choses qui ont été signées. Donc là, principalement, vous avez un article, enfin, vous avez tous ces articles là, qui parlent de ça, hein. Donc là, je vous donnais vraiment, comment dirais-je, le résumé. Donc vous voyez toutes les grosses banques, la deuxième grosse banque de Corée du Sud, qui, comment dirais-je, qui a adopté cela. Ici, on voit qu'on a quoi? Voilà, il y a 6 grosses banques en Corée du Sud qui ont décidé, ben voilà, d'appuyer les exchanges, ainsi de suite. Donc directement, ben, c'était quoi? Ben voilà, donc ça a relancé la machine. Oui, pas assez pour repasser au-dessus des niveaux qui nous intéressent nous. Là, oui, directement, c'est aussi toucher les médias, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les grosses banques, hein, donc Korean Crypto Exchange, to share data with banks, et New Consistent, on voit que ils vont commencer à partager les données avec les banques, donc les données des clients exchange directement avec les banques, donc pour surveiller tout ce qui se passe, financement, blanchiment d'argent, enfin financement du terrorisme, blanchiment d'argent, et connaître son client, ainsi de suite. Donc voilà, donc tout ça, c'est ce qui a été mis en place dernièrement. Et encore ici, quoi, ben, vous voyez ici, là maintenant, les autorités coréennes ont, comment dirais-je,
mis en place toute une série de règles que les banques doivent suivre à la lettre et en rapport avec les exchanges et l'activité de trading crypto. Et le dernier ici, comme vous voyez, ça c'est le Premier ministre lui-même qui a donné un crypto code, donc un code de conduite aussi, et pour les exchanges, et pour les banques, et aussi pourquoi tous ceux qui font partie du gouvernement. Ok, donc là, voilà, donc là c'est au niveau de quoi de l'insider trading, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu profiter d'opérations pareilles, déclarer ce qu'ils ont en crypto, ainsi de suite. Donc vous voyez que ça va très loin. Donc tout ça, c'était où? En Corée du Sud. Maintenant, on va où? On va en Indonésie. Et en Indonésie, ben, la banque centrale est allée sur l'île de Bali, enfin, elle est allée à Bali pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a beaucoup de petits négociants, de petits commerçants qui sont Bitcoin friendly, alors que le gouvernement indonésien avait refusé cela, donc avait mis des haltes à cela. Donc, vous voyez que ça continue. Et au Vietnam, pareil. Au Vietnam aussi, il y a beaucoup de problèmes aussi au niveau des bitcoins. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Surtout, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est quoi? C'est l'activité minière. Là, c'est un article que j'ai eu ce matin, donc c'est arrivé très tôt ici. Et c'est quoi? Ils ont vu que dernièrement, dans les 3 dernières semaines, il y a eu plus de matériel minier pour les cryptos qui est arrivé que sur tout un mois. Donc ça, c'est quelque chose de terrible. Et ils ont vu que les prix sont montés énormément, donc il y a énormément de demandes. Et donc voilà. Et pour le moment, il n'y a pas encore de régulation, mais c'est pas très rose là-bas. Donc c'est encore dans le flou. Mais donc voilà, donc beaucoup de matériel minier. Et rappelez-vous ce qu'on a vu sur Nvidia. Donc il faut faire les parallèles. Maintenant, on va en Océanie et on va principalement en Australie, l'aéroport de Brisbane, donc est le second aéroport le plus busy, donc le plus bondé, où il y a beaucoup de gens beaucoup de voyageurs qui transitent là-bas. Et les commerces de l'aéroport acceptent les paiements en Bitcoin. Pourquoi? Ben, comme ils disent, il y a beaucoup de Bitcoin millionnaires maintenant, et lorsque ces personnes sont en train de bouger, ben, on doit leur donner accès à des paiements avec le Bitcoin. Et donc voilà, donc là c'est fait. Donc vous voyez qu'il y a des endroits où ça continue d'être accepté. Maintenant, on va en Europe. Et maintenant en Europe, qu'est-ce qu'il y a? On va en Russie. Et en Russie, ben, il y a des nouvelles lois, législations toujours qui sont en train de se passer là-bas. Et maintenant, vous voyez ici, ça, on demande quoi? Ben, aux députés et à tout le monde du gouvernement de déclarer leur bitcoin. Et vous allez voir que c'est pas mal. Il y a des sommes assez astronomiques. Et vous êtes étonné de voir les députés avoir des holdings en bitcoin. Mais il y en a certains qui il y en ont pas mal. Hein. Et là maintenant, ici, la plus grosse banque, rappelez-vous, ça c'est le directeur exécutif, donc le PDG de la Sberbank, et il dit que lui, on va pas bannir les cryptos là-bas en Russie. Et rappelez-vous, la Sberbank, je vais donner des news, que la Sberbank numéro 1 avait acheté à un moment donné, qu'il y avait une rupture de stock de matériel minier, donc des cartes graphiques en Russie. C'était cette banque ici qui avait tout racheté. Et ils ont donné comme raison qu'ils avaient commencé à faire un laboratoire de recherche. Maintenant, dans le laboratoire de recherche qu'il est fait, ils vont continuer avec le blockchain. Lorsqu'on a du matériel minier, c'est pour miner. Donc, ils vont être derrière aussi l'activité minière, mais oui, qui n'ont pas été c'était très opaque, qui n'ont pas été très clairs dans ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà, si moi j'achète s'il y a une rupture de stock et j'ai toutes les cartes graphiques pour commencer à miner, je ne vais pas juste m'arrêter à faire des recherches en laboratoire. Et ça revient à une discussion que j'avais avec mes partenaires ici et clients ici en Espagne. Et je suis en train de me dire que les banques ne sont pas bêtes. Rappelez-vous que les miniers, ce sont eux qui soutiennent, qui maintiennent le blockchain, qui vérifient les transactions, ainsi de suite et tout ça. Comment dirais-je, ben, par rapport à leur activité, ce qu'ils font lorsqu'ils sont récompensés, il y a un nouveau bloc qui est créé, ainsi de suite. Mais si maintenant c'est les banques qui se mettent à faire ça. Parce qu'il faut comprendre une chose. Lorsqu'une personne veut faire un business, et que son business est un business, comment dirais-je, une minière bancaire, il lui faut des fonds. Il peut avoir des fonds venant d'un investisseur, mais qui sait qui a tout l'argent du monde, qui sait qui a l'argent nécessaire pour faire ça? C'est une banque. Donc une banque peut te faire un prêt, oui, parce qu'on soutient ton business plan, on dit oui, ton business plan est solide, ben voilà, tiens, l'argent est là. Alors si maintenant les banques elles-mêmes qui ont de l'argent se mettent elles-mêmes à rentrer dans l'activité minière, ou qui maintenant vont, on va dire, sponsoriser et financer d'autres compagnies qui vont se mettre, elles, dans l'activité minière, et ce serait quand même la banque qui est derrière, comme c'est le cas de la Sberbank, mais de manière indirecte, les banques ne vont pas être obsolètes dans le monde de demain, vu qu'elles vont être là. Le blockchain a besoin de l'activité minière. Et pour le moment, là, on a besoin de l'activité minière parce qu'il y a encore des technologies qui sont en train d'être développées. Et pour éviter qu'il y ait toutes ces choses-là, pourquoi? Bon, au niveau de la puissance, de ce qu'il y a, de l'électricité que ça consomme, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses aussi, d'autres technologies qui sont en train de travailler là-dessus. Mais en gros, ben, pensez-y. Donc là, voilà, je vous donne un peu un petit casse-tête et donc là, ben voilà, vous voyez ce que vous en pensez et jusqu'où ça peut aller. Donc là, ramenez-vous aussi vos lumières là-dessus. Maintenant, on a fini avec enfin, on reste en Europe et on va en Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'on a ici en Grande-Bretagne? Ah oui, comme vous avez vu, les taxes aux États-Unis, ben maintenant les taxes en Grande-Bretagne, mais un loophole. Donc loophole, c'est quoi? C'est un petit truc.
Donc c'est un petit truc qui va nous permettre de, donc là on va voir si en Grande-Bretagne, ben, certaines personnes vont pouvoir avoir, ben, pas certaines personnes, mais les traders là-bas vont pouvoir, comme on dit ici, hein, les taxes à zéro, donc ne pas avoir de taxes dessus. Donc là, cet article explique exactement le pourquoi du comment, mais bon, voilà, là c'est une probabilité, on ne sait pas, c'est des questions qu'on pose et on va voir si, parce que quand on emploie le verbe might, donc c'est-à-dire il pourrait, donc on suppose, mais ce n'est pas encore fait. Donc là, on va voir exactement ce qui va passer. Donc ce qui va se passer. Rappelez-vous, chaque pays a ses propres spécificités et ses législations et ses lois fiscales. Maintenant, on reste là et on va à Madame Theresa May. Il y a une vidéo, je ne l'ai pas partagée ici, mais lorsque je l'aurai avec vous, je la mettrai où elle en parle elle-même. À Davos, elle a commencé à parler exactement des cryptos et du blockchain, bien sûr, et du Bitcoin, bien sûr. Et comme il dit, bon, ils sont en train de regarder ça très, très, très sérieusement. OK. Et là, maintenant, on va dans les pays scandinaves et on va à la banque. Et c'est la banque Nordea Bank. Donc là, on va déjà attaquer le côté des banquiers. Et la Nordea Bank, là, en Scandinavie, qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle a, comme on dit, un bans employees for owning Bitcoin. Donc, elle défend à ses employés d'avoir du Bitcoin. Pourquoi? Ben, elle considère ça quelque chose, une action légale. Et ce n'est pas, on va dire, légal et éthique vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de ce que c'est. Pourquoi? Ben, parce que le Bitcoin, ce n'est pas un stock de valeur. On ne peut pas faire des transactions avec ça dû à aux fluctuations de prix, etc. Et pour eux, aucun employé ne peut avoir du Bitcoin. Donc voilà, l'article parle de cela. Maintenant, on va terminer avec le côté Wall Street. Et là, ça va être super, super intéressant. Ici, pourquoi? Parce que là, rappelez-vous, au début d'émission, je vous parlais du blockchain, des compagnies, et ainsi de suite. Et ici, on va avec Scott Camp de Street et qui nous dit quoi? Faut-il investir dans le Bitcoin ou dans les compagnies technologiques? Donc là, c'est la question qu'il est en train de poser et il est en train de débattre. Donc c'est un graphique de 3 mois que vous voyez. Et maintenant, la question est là. Pourquoi? Parce que maintenant, à Wall Street, il y a eu une entreprise nord-américaine qui vient de lancer un ETF et un ETF qui s'appelle Block, un ETF sur les compagnies du blockchain. Et là, ici, on y reviendra. Donc je le dis déjà, donc, dans le crypto, dans le prochain Global Crypto Research, on va en parler bien en détail. On va détailler chacune de ces compagnies. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de retenir Nvidia, de retenir IBM, de retenir Nasdaq et de retenir GMO Internet. Et donc ça, ce sont les compagnies qui font le blockchain. Donc ça, vous voyez, c'est amplifyetfs.com, block, c'est le BLOK, c'est le ticker, donc le symbole de cet ETF. Et cet ETF ici, on voit ce qu'il a en holding. Donc là, demain, je vais expliquer exactement le trading avec les ETF et comment ça met de la pression sur les sous-jacents et ainsi de suite. Et ici, là, vous avez la liste de toutes les compagnies qui composent cet ETF. Donc, quand on parle de blockchain, ce sont toutes les compagnies qui font le blockchain dans le monde. Donc, qui dit blockchain dit ces compagnies, parce que ce sont ces compagnies-là qui sont derrière. Et comme vous voyez ici, on a des compagnies de semi-conducteurs. Rappelez-vous, je vous ai parlé des semi-conducteurs, le cuivre, ainsi de suite. Et là, des compagnies au Japon, Digital Garage, Overstock.com. Ceux qui avaient le Global Crypto Research, vous savez exactement ce qu'a eu cette compagnie. Et ici aussi, j'avais parlé du CEO, M. Patrick Byrne, lorsqu'on voyait la montée du Bitcoin et qu'il était un des premiers commerces, donc un des premiers retail, donc services sur Internet qui avait accepté les paiements du Bitcoin. Et il y avait un parallèle entre la montée du Bitcoin et les stocks de la compagnie. Maintenant qu'on voit cette baisse, la compagnie aussi a baissé. Une compagnie du Nasdaq, donc SBI Holding, Square Inc. aussi, technologie de paiement qui était fort, fort, fort montée, comme Overstock.com aux États-Unis, ben pareil, Nvidia, vous avez vu Nvidia, Nvidia Corp, ainsi de suite. International Business Machines, ça c'est quoi? C'est IBM. Donc IBM très important, on voit qu'à Davos, là, je vous ai dit que la CEO était à Davos en train de parler du blockchain, ainsi de suite. IBM avait le premier blockchain privé. Et maintenant, ils vont lancer un blockchain public. Et il y a déjà des grosses compagnies qui sont en train de bosser avec eux. Rappelez-vous, je donne souvent des news au sujet du blockchain d'IBM, ainsi de suite. Et des grosses compagnies qui sont en train de travailler avec eux au niveau international et dans tout type d'industrie et de secteur. Hive Blockchain. Et ici, la compagnie du Japon. GMO Internet, donc ça fait partie du blockchain. Intel Corp, les chips, AMD, Micro Device, encore une fois, Red Hat, ça c'est de la sécurité sur Internet. Oracle, c'est storage de data. Oracle, pour ceux qui ne savent pas, donc stocke les data des grosses corporations et du gouvernement. Un exemple, data du FBI, de la CIA, de la CIA, ainsi de suite, c'est stocké à Oracle. Monsieur Larry Ellison, un des hommes les plus riches du monde, il est dans le top 10, liste Forbes, il y est fondateur de Oracle. Microsoft, Bill Gates, ainsi de suite. Citigroup, rappelez-vous, les banques. Alphabet, ça c'est Google. Goldman Sachs, rappelez-vous les banques. Goldman Sachs a un département technologique. Et dans la technologie, ils sont en train de développer le blockchain. Et ils ont déjà le blockchain. Donc Goldman Sachs fait partie du blockchain. SAP, c'est une compagnie allemande. Et SAP, c'est l'équivalent de Oracle. Donc c'est la même chose. Toutes les données du gouvernement européen, de la Banque centrale, ce que vous voulez, sont gardées à SAP, par SAP. Accenture PLC.
Ah, c'est Irlande, donc une boîte britannique de Grande-Bretagne, donc du Royaume-Uni. Et pas un système. Banco, Bilbao, Vizcaya, Alcantari, Sponsored. Donc ça c'est quoi? C'est BBVA. BBVA, rappelez-vous, je vais vous montrer une vidéo avec le CEO de BBVA. BBVA c'est une banque espagnole. Ils sont dans le blockchain aussi. Orange, donc là vous savez tous, tous les Français, vous connaissez tous Orange, téléphonie. CME Group, CME Group c'est quoi? CME Group, CME Group c'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc Chicago, donc ça c'est encore Wall Street, Thomson Reuters, ING Group. Il y a une vidéo ici que je vais vous montrer avec le CEO de ING Group, Nasdaq. Il y a une vidéo aussi que je vais vous montrer ici avec la CEO de Nasdaq, Wipro, Infosys, d'autres compagnies que l'on connaît, UBS Group AG, donc vous connaissez Union Bancaire Suisse, la plus grande banque qu'il y a. Il y a une vidéo ici avec monsieur Axel Weber qui est le chairman de UBS, ancien, je crois que c'était un ancien de la banque de la Bundesbank, je pense, de la banque centrale allemande ou un truc pareil. Banco Santander, très grosse banque ici en Espagne. Visa Inc., vous connaissez les paiements de Visa, PNC, Finance, donc vous connaissez tous PNC, ce qu'ils font, Baidu, géant de l'Internet, dans l'équivalent de Google en Chine, MoneyGram, vous avez vu MoneyGram, leur alliance avec Ripple, Mastercard, tout le monde connaît Mastercard, Qualcomm, tout le monde connaît Qualcomm et ce qu'ils sont en train de faire, Wells Fargo, encore une banque, CBOE, donc ça c'est le Chicago Board of Option Exchange, donc l'équivalent du CME. Rappelez-vous, c'est ces deux-là qui ont les contrats futurs du Bitcoin. State Street, donc ça c'est quoi? Ce sont des asset management, ainsi de suite. JP Morgan Chase, ça c'est quoi encore? C'est secteur financier. Eastman Kodak, rappelez-vous qu'il y avait une news au sujet de Kodak. Bank of New York Mellon Corporation, asset management encore des banques, Capital One, tout ça c'est quoi? C'est des secteurs financiers, et Chung Lane LTD je connais pas, et Gain Cap LTD, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a et Cash and Order, donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Donc ça c'est le blockchain, et ça c'est un ETF qui regroupe toutes les compagnies blockchain au niveau mondial. Donc ça c'est ce qui est derrière le blockchain. Donc vous avez vu exactement c'est quoi. Donc c'est pour ça que je vous disais que moi je suis en train d'actualiser ma stratégie, enfin même pas ma stratégie, mon système et mon plan d'action pour cette année-ci. Donc lorsque je vais voir cette baisse, ces compagnies qui sont en train de développer le blockchain, rappelez-vous que le blockchain n'est pas que financier, le blockchain ce n'est pas que les cryptos. Donc ça va bien au-delà de ça. Et ceux qui avaient les Global Crypto Research et les live trading que moi je suis en train de faire, vous savez que la plupart de ces compagnies sont dans mon portefeuille. Et dernièrement, je suis en train de rajouter des compagnies financières dedans, ainsi de suite. Donc ça va encore un peu plus là. Donc là, vous voyez principalement les compagnies qu'on est en train de suivre. Parce que ça, c'est blockchain, mais il y en a aussi de l'intelligence artificielle, machine learning, Internet of Things, ainsi de suite. Donc il y a d'autres compagnies aussi qui sont dedans. Donc vous voyez les Google, enfin Google, je l'ai déjà, donc les Amazon, ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Donc vous voyez que là, c'est très 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 important. Donc maintenant, avant de revenir ici, je vais ouvrir une nouvelle page, comme ça vous allez comprendre exactement c'est quoi. Donc vous allez voir ici le blockchain, exactement ce que c'est. Ok, donc là on a parlé de ces compagnies là, donc rapidement je vais ouvrir ici ceci. Et voilà, pour vous donner un peu une idée, là on est dans le S&P Sectors Map, donc là c'est les 500 compagnies nord-américaines, et vous savez que principalement on a les compagnies technologiques. Ici, vous voyez les semi-conducteurs, ainsi de suite, Oracle, ils sont tous là. Et secteur financier, on avait JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, State Street, non, SunTrust, et ainsi de suite que vous avez là. Et quelques asset management ici. Et ici aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Visa, Mastercard. Et encore ici, qu'est-ce qu'on avait? Non, ce sont quelques brokers, ainsi de suite. Et attendez, non, là, c'est pas le full, hein, parce que si je vais au full, ça va être là. Voilà, ça va être ici. Et qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, il y a pas mal de banques, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Et encore, rappelez-vous, je vous parlais souvent du hack. Rappelez-vous qu'il y a aussi des compagnies de cybersécurité. Et quand on voit ici technologie, cybersécurité, voilà, Hack, Pure Funds qui sont là. Il y a quand même pas mal de compagnies qui composent le hack aussi qui sont dedans. Donc vous avez vu exactement ce à quoi je suis en train de me référer par rapport à ça. Donc vous voyez que la vidéo qu'on a vue nous parle de ça. Doit-on être investi dedans? Et vous avez vu les compagnies que je vous ai montrées du Japon, et ainsi de suite. Il y en a encore d'autres qui sont en train de travailler plus dans tout ce qui est AI, IA, et ainsi de suite. Donc intelligence artificielle, machine learning, le IoT, donc Internet of Things, donc l'Internet des choses, ainsi de suite. Donc vous voyez, ça c'est le blockchain. Donc vous voyez que là maintenant, ça arrive à une autre sphère. Donc il y a moyen d'être bien diversifié, non uniquement avec, enfin pas seulement avec des cryptos. Mais vous voyez qu'ici, lorsqu'on va dans ces compagnies-là, ce n'est pas que de l'analyse technique. Ici, on va dans tout ce qui est fondamental. Ok? Donc là, c'est purement fondamental. Il faut faire les fondamentaux des compagnies et pour vous en donner une idée de ce que c'est. Donc, vous voyez, tout ça, il faut connaître ces compagnies comme le fond de sa poche. Et toutes ces compagnies-là, elles étaient toutes à Davos. Là, je vais vous montrer un truc que j'étais en train de partager hier avec mes clients. Donc, je vais ici à clients et partenaires. Je vais ici à mes archives. Voilà. Une compagnie dans laquelle moi je suis investi maintenant, c'est SoftBank.
SoftBank est derrière Alibaba et ainsi de suite, Yahoo Mail là-bas au Japon et lié aussi avec GMO. Et ça, c'est le rapport annuel de 2017. Et vous voyez, c'est un rapport qui a combien là, ici, là, c'est un rapport de quoi? Voilà, un rapport qu'on voit ici de 189 pages. Hein. Donc, ouais, attendez. Je crois que vous l'avez vu rapidement ici en haut à droite, là. Ici en haut à droite de l'écran. Voilà, 189 pages. Et donc ça, c'est ce que vous devez faire pour chacune on va dire, des compagnies. Donc ils parlent de leur vision, ils parlent de ce qu'ils sont en train de faire, il y a les rapports financiers, ainsi de suite. Vous voyez tout ce qu'ils sont en train de développer. Donc là, rapidement, je vais vous montrer pourquoi, pour que vous compreniez réellement où on va où dans le blockchain. Donc software PC. Ils vont créer quoi? Des nouvelles industries sur Internet. Vous voyez que Alibaba Group, tout ça, Yahoo Japan, c'est eux qui sont derrière. D'un autre côté, ils vont transformer quoi? La communication, les broadband. Donc ça, c'est Sprint. Sprint, c'est l'équivalent de quoi? De Orange. Parce que cette compagnie aussi dans le mobile. Singularity.net, pour ceux qui avaient le Global Culture Research, vous voyez les chips ici, c'est derrière le robot Sophia et l'intelligence artificielle. Très important cette compagnie, l'Internet des choses, ainsi de suite. Donc ça touche au IOTA, tout ce que IOTA est en train de développer. Donc vous le voyez ici, hein. Les IoT, donc l'Internet of Things, cette connectivité. Donc vous voyez que ça c'est derrière ce qu'il y a là. Et là ils ont quoi? Ils ont la compagnie Harms Holding qui s'occupe de ça. Vous voyez que Londres veut être le hub blockchain mondial. Léo, tout ce qui est télécommunications, satellites et ainsi de suite. Rappelez-vous, ça touche aux ordinateurs quantiques, l'Internet of Things, comment est-ce que tout doit être, ouais, tous les smart machins chouettes, les machines, ainsi de suite, smart trucs, consumer services. SoftBank vient de racheter Uber, Autonomous Driving, Uber, ainsi de suite. Donc vous voyez à quoi il touche. Ça, c'est le CEO, monsieur Masayoshi Son. Et donc voilà, donc il est en train de parler de quoi qu'ils vont investir près de 100 milliards dans tout ce qui est les nouvelles technologies et les compagnies à travers le monde. Okay, donc là, vous voyez exactement tous les secteurs auxquels ils vont toucher. Vous avez tout le board, donc toutes les personnes qui sont là. Donc il faut vraiment avoir le rapport, bien lire le rapport, bien comprendre ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'ils vont être investis et en profiter. Okay, donc vous avez vu exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc ouais, toutes les compagnies maintenant qui sont dans le ETF block, eh ben, il faut venir, comment dirais-je, il faut bien les décortiquer. Regardez ici les semi-conducteurs. Donc rappelez-vous, on a vu semi-conducteurs dans ce qui était le ETF block. Et tout ça, c'est le blockchain et c'est ce qui va se passer demain. Ok, donc ça c'est le monde de demain. Donc vous voyez plus ou moins les compagnies qu'ils ont, rechercher tout cela, donc décortiquer tout ça, les statuts financiers, donc ça c'est le côté fondamental, et maintenant trouver les points les plus intéressants pour rentrer et commencer à acheter. Donc moi je suis déjà dans la compagnie et je compte la garder vraiment pour un bout de temps. Je rentre aux alentours des 9500 yens, j'ai déjà quelques actions et je vais aller en montant avec ça. Donc vous voyez là maintenant c'est aller réellement faire évoluer le tout. Et un personnage très connu que vous allez connaître qui fait partie de la compagnie, comme vous l'avez ici, Yunma, réellement connu sous le nom de Jack Ma. Et donc là, il est là. Et vous voyez qu'il a commencé dans cette compagnie à SoftBank et que en quelle année est-ce qu'on lui a donné Alibaba? En 99, c'est là qu'il a commencé à gérer quoi? À créer Alibaba. Et Alibaba est très 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 important, très 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 fort et très 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 puissant dans le monde de demain et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, c'est ce genre de choses. Vous voyez, il faut élargir son point de vue et aller là où il y a des opportunités. Donc je me suis pas mal attardé là-dessus. Donc vous voyez que le genre de rapport qu'il faut avoir, eh ben maintenant il faudra l'avoir sur toutes ces compagnies, voir ce qui est disponible, déterminer des bons points d'entrée et avoir le parallèle entre les cryptos et le blockchain. Parce que le blockchain, rappelez-vous, vous entendez toujours tous les banquiers qui vous disent quoi? Blockchain, 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 et vous voyez les banquiers sont déjà dedans. Donc c'est eux le blockchain de demain. Rappelez-vous, il y a les blockchains et les cryptos. Et ceux qui ont comment ça s'appelle? Le Global Culture Research, vous savez exactement à quoi je me réfère. Et ici maintenant, on va aller regarder un peu plus les banquiers. Rappelez-vous, on a parlé, vous avez vu que UBS fait partie du blockchain. Monsieur Axel Weber qui ici, qui était à Davos, il en a parlé. Et là, c'est un article. Là, c'est un article qui parle de ce qu'il est en train de dire par rapport à comment ils vont investir dans le Bitcoin attitude. Rappelez-vous, ils sont peut-être sceptiques sur le Bitcoin, mais non sur le blockchain. Vous devez comprendre, le blockchain, c'est l'infrastructure. Comme je vais le donner rapidement. Le blockchain, c'est quoi? C'est comme les routes, les autoroutes et ainsi de suite. Et les cryptos, c'est comme les vélos, les trottinettes, les skateboards, les patins, les voitures et tout ce que vous voulez, tout ce qui va sur la route. Et eux, ils sont là pour contrôler l'infrastructure. Rappelez-vous maintenant ce que la Sberbank a fait. Ils ont un laboratoire blockchain, ils avaient acheté beaucoup de matériel minier. Donc rappelez-vous, c'est l'infrastructure qui viennent contrôler. Ok? Maintenant, on va continuer ici et on va parler un peu de quoi? De la baisse de la volatilité. Et comme vous voyez ici, rappelez-vous aussi ce que je vous disais au début d'émission, la baisse de la volatilité a fait que les investisseurs bougent de Wall Street pour aller quoi? Pour aller vers des actifs à forte, comment dirais-je, à forte volatilité, principalement quoi? Les bitcoins. Et là, je vais rapidement illustrer un exemple, comme ça vous allez comprendre le pourquoi. On va aller ici.
Maintenant, on est dans quoi? Maintenant, on est dans une phase super, super haussière. Donc, je vais prendre le Nasdaq, voilà, vu que c'est technologique. OK? Ici, vous avez le Nasdaq. On est que ça charge pas mal. Donc, vous allez comprendre le pourquoi. Donc là, j'en profite aussi pour donner toujours des petites classes. Vous avez ça aide toujours. Donc, ici, c'est l'éducation financière. Au plus vous en savez, au mieux vous êtes. On va mettre un graphique mensuel et vous allez comprendre ce à quoi je me réfère. Vous voyez ça? C'est 100% haussier. Donc imaginez-vous, vous aurez acheté ça en 2015, ça c'est quand il y avait des problèmes avec la Chine avait un peu ralenti, quelques problèmes dans le marché, ou début 2017, et regardez comment vous êtes en train de monter. Ou regardez ce qu'on m'a fait, regardez hier, voilà. Le lancement du Bitcoin est arrivé en 2009. Donc bizarrement, la coïncidence, après, si on fait ceci, vous allez voir quoi? 2008, hein. Ok, donc on va mettre ça comme ça. Voilà. La crise financière de 2008, tout est tombé. Lancement du Bitcoin ici. Donc 2009, regardez. Depuis 2009, on n'a fait que monter, monter et on est là aujourd'hui. Moi, j'étais rentré dans la dernière semaine du mois 2007. Enfin, un des trades que j'ai pu partager avec vous dans les live trading, c'était ici. Et en profiter jusque là, plus ou moins. OK? Donc voilà. Donc maintenant, la chose étant, c'est quoi? Là, on est dans un marché 100% haussier, il n'y a pas de volatilité. Donc la volatilité, c'est quoi? On avait de la volatilité ici. Donc là, c'est de nous donner l'opportunité de rentrer bien plus bas et de monter. Pour moi, le Bitcoin est ici. Rappelez-vous quand on parle de la bulle, si vous regardez la bulle du Nasdaq en 2001, c'est ça. Voilà, ça c'est plus correct. Le Bitcoin est ici. 20 000 et de 20 000, il est en train de tomber. Vous voyez que le Nasdaq est tombé pratiquement, il a commencé. Vous voyez les niveaux de 97, on atteint le niveau de 97. Donc maintenant, ce que vous regardez le Bitcoin, le Bitcoin et les cryptos pourraient retomber à leur niveau initial. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la volatilité. Donc là, comme je vous dis, ramasser le tout à un prix de solde et après, depuis là, monter. Et ici, 2008, autre crise, redescendre. Ça, c'est de la volatilité. Maintenant, les investisseurs, comme vous voyez ici dans l'article, ils se disent qu'il n'y a pas de volatilité dans le marché, ce qui fait qu'il n'y a pas d'opportunité pour eux de venir acheter plus bas. Vous voyez, tout est trop loin. C'est trop cher et c'est trop loin. Donc là, maintenant, ils aimeraient bien voir, ouais, 3 à 4 mois, même une année baissière pour revenir vers le bas, pouvoir mettre des shorts, récupérer les trucs plus bas et remonter plus haut. Et tous les marchés sont comme ça. Maintenant, on va regarder une chose, on va regarder le Bitcoin. BTC, on l'a ici. Donc, il y a 11 000. Donc, vous allez comprendre pourquoi ils disent que les investisseurs sont en train de regarder le Bitcoin avec un bon oeil. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui nous offre de la volatilité. Mais vous avez vu le parallèle avec le Nasdaq ici. On va mettre ça en mensuel. Voilà. Oui, la volatilité que cela nous offre, on va dire que quoi? On va aller en weekly. Même pas en weekly, en daily même, on va dire. Vous voyez que là, c'est quoi? Ben là, on a un peu de volatilité ici. Oui. Et comme je vous le disais, pensez Nasdaq, les compagnies qui composent le Nasdaq, mais pensez crypto et toutes les cryptos qu'il y a. Donc la volatilité pardon, qu'il y a dans les cryptos est intéressante. Et là, réellement, ben, les investisseurs peuvent venir trouver, comment dirais-je, des choses à faire. Choses qu'ils ne peuvent pas faire maintenant dans un environnement de volatilité très basse aux États-Unis. Donc ce qui fait que ceux de Wall Street sont en train de regarder ce qui est en train de se passer au niveau des cryptos et sont en train de demander des actifs, d'où les ETF, d'où les contrats futurs, Bitcoin, ainsi de suite, les indices, GBTC, ETF, ANY, XBT, ainsi de suite, donc en train de demander des produits qui vont leur permettre de retrouver un peu cette sensation de volatilité. Pourquoi? Quand tout est trop haut, on n'a rien à faire. Donc c'est ça. Donc vous voyez que là, c'est le côté investisseur. Lorsqu'on a le côté volatile, là, on sort la casquette du trader. Le trader, pour un trader, la volatilité, c'est du pain béni pour nous. Maintenant, le seul endroit où il y a encore de la volatilité, c'est dans les commodités. Or, pétrole, platine, palladium, ainsi de suite, cacao, toutes ces choses-là. Donc là, il faut savoir aussi comment trader ça. Rappelez-vous, trader, pas investir, trader ça. Et investir, ben, là, c'est comme dans du Bitcoin à du long terme. Nasdaq, rappelez-vous ce que vous avez vu, donc 2009, au moment du lancement du Bitcoin, ainsi de suite. Donc là, ce sont ces parallèles-là. OK? Donc voilà. Donc là, on est bien, comme vous l'avez bien vu, dans le côté Wall Street. Et maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Des agences de notation. Standard & Poor's, Fitch, Moody's, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, ce sont des agences de notation indépendantes aux États-Unis qui vont commencer à faire quoi? À faire du ratings pour le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc ça va être super, super intéressant. Donc vous voyez que les cryptos, ben, elles sont en train de monter de plus en plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le Fonds monétaire international, donc le FMI, a, comment dirais-je, veut qu'il y ait une régulation internationale au sujet des cryptos. Donc Madame Christine Lagarde était à Davos, bien évidemment, et elle a parlé aussi là-bas, et elle a demandé déjà, avant d'y être
Et pendant, lorsqu'elle y était, elle a parlé pas mal des cryptos. Et voilà une des choses qu'elle veut voir être mise et qu'elle veut voir être implémentée cette année-ci en 2018. Maintenant, on va où? Monsieur Jimmy Dimond, encore une fois, il fallait qu'il soit là. Lui aussi a été à Davos, lui aussi a parlé, et lui aussi on a posé la question des cryptos. Et il avait déjà dit qu'il allait arrêter d'en parler, il s'était excusé pour la fraude, et ainsi de suite. Et vous avez vu que Monsieur Dimond, malgré qu'il parle de fraude, sa compagnie fait partie du blockchain. Si ça vous ne le savez pas, JP Morgan est en train de développer d'énormes projets crypto, enfin pas crypto, mais blockchain. Réellement, blockchain, c'est les DLT, donc les Distributed Ledger Technology. Le nom commun, non commercial qu'on lui donne, c'est le blockchain. Mais le nom complet, c'est Full Consensus Distributed Ledger Technology. Et nom commun, plus communément appelé blockchain via le Bitcoin. Ok. Et sa compagnie est déjà en train de travailler comme toutes les autres banques que vous avez vues sur le blockchain depuis des années. Ils emploient déjà un blockchain privé. Maintenant, ils vont lancer un blockchain public, à dire pour les utilités de tous les jours. Et donc là, donc vous avez vu que c'est quelque chose qui va très 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 loin. Donc vous voyez la vidéo est déjà très longue, donc j'ai encore quoi 4-5 minutes pour terminer avec ce que l'on voit ici. Mais dans le prochain Global Crypto Research, comme je vous ai dit, et là ceux qui les ont des achats avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, pour qu'ils me posent leurs questions et qui me donnent leur avis, donc les retours qui jusqu'à présent étaient excellents et qui étaient bons, donc un grand merci. Je vais vous apercevoir le travail. Vous voyez maintenant à quel niveau est-ce qu'on va passer le travail. Donc vous avez vu le bloc, comme vous avez vu, bloc, le ETF, on va passer en revue toutes ces compagnies. Si vous avez bien vu, on avait déjà fait quelques compagnies, Nvidia, Overstock, Square, et quelques autres. On a regardé les semi-conducteurs, ainsi de suite. On avait regardé la macroéconomie aussi. Ben maintenant, vous voyez qu'on a beaucoup de travail. Donc rappelez-vous que ce qu'on fait ici, c'est sérieux. C'est très 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 sérieux. Donc on ne prend pas les choses à la légère. Et ça, c'est ma reconnaissance et mon respect par rapport à vous et votre travail et à ceux qui viennent souscrire au service ici au www.jctune.com. Comme je dis, rappelez-vous, c'est une boîte de consulting, de recherche et d'analyse. Donc ça, c'est ce que je fais moi au quotidien. C'est analyser les choses. Et donc ceux qui ont les analyses et qui ont les ici, ça donc vous voyez que c'est des choses qui sont sérieuses. Donc c'est le pourquoi et le comment de toutes ces news et de tout ce qu'on est en train d'analyser ici. Et comme vous l'avez vu maintenant, c'est eux le blockchain. Donc rappelez-vous, il y a le côté média qui vous dit une chose, mais les faits, ils sont là. Vous avez vu le bloc, l'ETF blockchain, et on sait c'est qui le blockchain et qui fait le blockchain, et qui est en train de travailler avec, et qui l'a déjà depuis un bon bout de temps, et qui a la puissance, et qui a ci, et qui a ça. Et c'est eux qui sont derrière. Ok. Donc voilà, donc maintenant ici, c'est quoi? Lorsque nous on est en train d'analyser ce qu'on fait, ce que je fais, c'est pour augmenter nos opportunités de nous en sortir là-dedans. L'ignorance tue, et l'ignorance peut vous tuer sur des exchanges, et on va voir le pourquoi du comment. Continuons ici. Rappelez-vous, on a vu BBVA, une banque que personne ne connaît. Moi, je suis en Espagne, j'ai un compte à BBVA, donc je sais exactement c'est quoi cette banque-là. Et ça, vous avez le CEO lui-même qui est ici, El Señor Torres, qui est là, en train d'en parler. Et comme il dit, regardez bien ce qu'il dit. We'll definitely use blockchain. Tout simplement. Et BBVA, c'est la banque leader dans la fintech ici en Espagne. Ok. Et donc là, je vais vous montrer un truc. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Recherchez-la dans mes archives sur Digital Assets Holdings. Pourquoi cette compagnie? C'est la compagnie de Blight Masters. Et Blight Masters, c'est une ancienne JP Morgan. Et aujourd'hui, elle a été financée. Elle a reçu pas mal d'argent, comment dirais-je, de cette compagnie-là. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'elle travaille dans le blockchain. Et là, c'est Madame Blight Masters qui est là, ancien trader et exécutif chez JP Morgan. Et maintenant, voilà. Ici, vous voyez exactement quels sont leurs backers. Donc, vous voyez les backers qui sont ici. Goldman Sachs, JP Morgan, PNC, Citi, Accenture. Bizarrement, c'est tout CME Ventures. Si vous faites bien attention, ce sont IBM, Santander. Ce sont tous les noms que vous avez vus dans le bloc. Donc, retenez bien tous les noms que vous voyez ici. Citi, ainsi de suite, tout ça. Et si vous regardez l'ETF bloc, que je vous ai montré un peu plus tôt, ce sont tous les mêmes noms. Et Digital Assets, ils sont là pour bosser dans le blockchain. Ok? C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, donc vous voyez, il faut connecter, comme on dit, faut connecter les dots. Et rappelez-vous, Ripple, quelles sont les boîtes aussi qui sont derrière et les banques qui sont en train d'utiliser ça, ben, c'est cela. Donc vous voyez encore toutes ces vidéos ici, Microsoft aussi dedans, vous avez Bill Gates qui en parle aussi. Il parle des marchés, de tout ce qui est en train de se passer aussi à ce niveau-là. Donc c'est très 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 important. Et là maintenant, on va regarder M. Tommy Lee, donc de Front Street. Et là c'est un analyste, rappelez-vous, c'est un analyste qui parlait du Bitcoin aux 10 000. Et ensuite Bitcoin aux 20 000. Et là maintenant, on va être en train de parler de quoi? De mesurer la volatilité. Rappelez-vous, à Wall Street, on aime la volatilité. Dans un marché volatile, on peut maximiser ses bénéfices. Rappelez-vous,
Je sais bien que la plupart d'entre vous ne suivez pas ça. Goldman Sachs a publié ses chiffres et il y avait M. Lloyd Blankfein qui était à Davos. On lui a dit, mais comment ça se fait que vos revenus de trading ont baissé? Et il a dit, parce qu'il n'y a pas de volatilité. Donc quand il n'y a pas de volatilité, on ne sait pas faire des choses. Pourquoi? Lorsque de la volatilité, il y a des activités buy and sell. Donc eux, ils sont là comme prime broker. Donc ils ont des commissions, des intérêts, ainsi de suite, et eux aussi peuvent trader. Tant que le marché est haussier, donc les personnes n'ont fait que buy et hold. Rappelez-vous comme vous avez vu là, to hold. Donc ils ont acheté bas et ils restent dedans. Donc il n'y a pas d'activité. Un trade, c'est quoi un trade? Un trade, c'est lorsqu'il y a une activité d'achat et de vente. Ça, c'est un trade. Tant que vous êtes à l'achat, vous n'êtes pas sorti du trade. Tant que vous avez juste acheté et que vous gardez, c'est un investissement. Le trade se fait lorsque vous allez revendre votre position. Pourquoi? Parce que vous allez revendre quelque chose à une autre personne qui veut acheter. Et donc là, vous faites le trade par rapport au prix auquel c'est. Ah, j'ai acheté bas, mon trade, je le fais bien plus haut, j'ai eu une marge de bénéfice, un retour sur investissement. Point à la ligne, c'est ça, tout simplement. Donc là, maintenant, il parle de ça. Et maintenant, il dit que maintenant, par rapport à ça, on a de la volatilité dans les cryptos. Et maintenant, ici, il parle aussi comment on va faire la valeur, enfin, comment évaluer une crypto. Une chose qu'il y a pas, il y a très peu de métriques derrière au niveau fondamental. On ne sait pas le faire. Et dans cette vidéo, là, il vient et il donne quelques leçons par rapport à cela. Continuons maintenant, on va en Suisse, banquier suisse, et là maintenant il y a un fonds en Suisse qui, rappelez-vous, qui est dans les commodités, donc dans les matières premières, principalement les métaux précieux, platinum, palladium et gold, donc de l'or, et aussi les métaux industriels, cuivre, ainsi de suite, aluminium, zinc et tout ce qu'il faut là-dessus. Et ils vont faire quoi? Ce fonds, ils vont lancer leur propre crypto-monnaie qui est backée par tous ces métaux. Donc ça c'est quelque chose de très 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 intéressant, et ça se passe en Suisse, et la boîte s'appelle Tiberius Group. Ok, donc là, voilà. Maintenant, on continue. Ici, voilà. Rappelez-vous lorsque je vous parlais de, à un moment donné, il faut être malin et de ne pas toujours être dans une activité de trading. On va dire faire de l'over-trading. Donc, vouloir toujours chercher des opérations à gauche, à droite, ainsi de suite. Sinon, à un moment donné, il faut savoir acheter et tu restes calme et ça monte vers le haut. Donc là, c'est l'approche que moi, je vais avoir pour 2018, 2019 jusqu'au 2020. Pourquoi? Vu que maintenant, je vois les grands players qui sortent et qui se dévoilent clairement et qui montrent réellement que eux, c'est le blockchain. Donc là, il y a des opportunités d'achat et vraiment les avoir au meilleur prix possible. Et ici, quoi? Coinbase, qui était un exchange très grand, a fait 1 milliard de revenus. Et maintenant, quoi? Ils rejettent les investisseurs. C'est-à-dire quoi? Ils ont déjà des investisseurs qui étaient déjà avec eux lorsque c'était une startup, ainsi de suite. Maintenant, ils sont en train de planifier un lancement en bourse, donc cotisé au New York Stock Exchange. Et d'un autre côté, quoi? Il y a des nouveaux investisseurs, vu le succès de Coinbase, qui veulent rentrer dedans pour avoir leur part du gâteau. Et Coinbase a dit non, on n'a pas besoin d'argent maintenant. Vu qu'ils sont super bien. Rappelez-vous, à chaque fois que vous faites des trades, ainsi de suite, la maison gagne. Donc au plus vous tradez, la maison gagne. Quand vous perdez, la maison gagne. Ouais, donc ça, c'est un business terrible. Donc sachez-le aussi que par moment, il faut être malin. La maison gagne bien, mais vous aussi, vous devez gagner. Pas vous retrouver even. Donc ouais, vous voulez, comme dit even, c'est quoi? J'ai mis 10 000, j'ai fait 200, mais avec tout ce que j'ai payé de commission, j'ai 150. Où j'ai gagné que 50 euros. Non, vous voulez avoir un bon plus, donc l'activité sera rentable. Rappelez-vous, c'est une activité qui, le lancement de tous ces Coinbase, ainsi de suite, c'est comme Facebook au début, c'est gratos. Vous rentrez dedans et après vous faites ce que vous voulez faire. Vous voyez que là, c'est moins casse-tête que la bourse traditionnelle que j'ai vue. Maintenant, vous voyez bien que la bourse traditionnelle est derrière. Et comme je le disais, dans le prochain Global Crypto Research, on va analyser Coinbase et comme je vous dis, ça va surprendre certains clients qui sont avec moi. Vous savez exactement qui est derrière Coinbase, quels sont les investisseurs qui étaient derrière Coinbase. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui vont s'expliquer. Ok? Donc là, continuons. Maintenant, on va aller avec un autre CEO de BitBull CEO. Il est en train de parler des crypto-assets et pour lui, elles sont là pour rester. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ça. Donc, tout ce qui est les crypto-monnaies, ainsi de suite, ça va rester là. Maintenant, on continue encore avec toutes les personnes de Wall Street, ainsi de suite. On parle de Bitcoin. Et comme on dit ici, là, d'après cet analyste ici, il s'attend à près de 50 bifurcations en 2018 pour le Bitcoin. Donc là, c'est un chiffre gros. Donc imaginez-vous, on en connaît quoi? On connaît les Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, et ainsi de suite. Maintenant, on parle de près de 50 bifurcations pour les Bitcoins cette année-ci. Donc moi, je n'étais pas au courant. Là, vous voyez ça comme moi ici. Donc là, on verra. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? CoinList CEO, là, il est en train de parler de quoi? Du danger des ICOs. Donc là, il est en train d'en parler au niveau du peu de régulation, ainsi de suite. Et donc là, voilà, là, il en parle. Donc c'est très, très, très intéressant, les ICOs. Vous avez vu, il y avait un article sur le CEO de PayPal qui donnait le Bitcoin à 1 million. Et ici, c'est pas lui. Hein. Donc ça, c'est la directrice du Nasdaq. Nasdaq.com. Rappelez-vous qu'ils font aussi partie du bloc, donc de l'ETF. Et là, ici, c'est en introduction. Ça, c'est une vidéo qu'on montre aussi au COO, donc au Chief Operating Officer de PayPal.
Le CEO, lui, voit un Bitcoin à 1 million. Et donc là, vous voyez ici, ils sont où? Toujours à Davos. Et le PayPal COO, il parle de quoi? Underlying Technology. Et ça, c'est ce monsieur-là. Et le Underlying Technology, c'est quoi? C'est le blockchain. Donc vous voyez que ça, c'était ce qui était au centre de tous les débats. Là-bas, c'était le blockchain. Et celle qui parlait au début, donc là on a montré à l'image, c'était elle, le CEO du Nasdaq. C'était elle qui en parlait. Elle parlait du futur du Bitcoin et ainsi de suite. Donc vous voyez que le blockchain, blockchain, blockchain. Et maintenant vous savez c'est quoi le blockchain et qui est le blockchain. OK? Qui fait et qui maintient le blockchain. OK? Donc maintenant, JVR Research CEO, il parle d'une baisse du Bitcoin et il le voit baisser jusqu'aux 5000. Rappelez-vous, moi j'avais donné mes targets. Pour moi, les targets, c'est entre 8 et 7000. Hier, j'ai revu ça avec mes partenaires analystes ici. On a réanalysé les choses. J'ai écouté leur thèse et leur thèse, elle s'aligne sur les fondements des thèses de ce monsieur. Donc, elle est encore même bien plus bas. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a une historique de perdre 90%. Et lors de ces fortes corrections, et c'est déjà arrivé 4 fois. Donc 4 fois, le Bitcoin a déjà perdu 90% de sa valeur. Donc ici, ne vous laissez pas tromper par le prix. Ouais, donc s'il était à 20 000, il peut tomber à 2 000. Ça, ce serait 90% de sa valeur. Et c'est déjà arrivé 4 fois. Donc si ça arrive encore maintenant, bah, ce serait la 5e fois. Et ça, c'est l'historique des cryptos et du Bitcoin. Maintenant, on va regarder le Vanguard CEO. Et tout ça, pourquoi? Là, c'est par rapport au retour que les investisseurs veulent avoir. Rappelez-vous toujours le débat des retours avec les actifs classiques, retour avec les cryptos. Et aussi par rapport à quoi? Vanguard, ben, ça fait des ETF. Et là, il y avait une grande convention ETF en même temps que Davos, mais là, c'était en Californie. Donc là, voilà. Là, encore une vidéo en relation avec ça. Donc, les experts de ETF qui en parlent toujours et ils parlent de qu'est-ce qui est chaud au niveau des ETF maintenant en 2018. Et il y avait le bloc ETF qui avait été lancé. Et donc, là aussi, on en parlait beaucoup là-bas. Et ici, comme vous avez vu, le CEO de PayPal qui est ici, parler encore quoi? Là, c'est toujours à Davos. Hein. Donc là, on parle de quoi toujours? Bitcoin et blockchain. Ici, vous avez Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associated, donc le plus grand hedge fund du monde, et lui aussi parlait Bitcoin. Pour lui, ça ne l'intéresse pas. Ce qui est intéressant pour eux, c'est quoi? C'est le blockchain. Donc voilà. Donc maintenant, continuons. Rappelez-vous, dans le ETF bloc, il y avait la banque ING et ici vous avez le CEO de ING et là c'était l'arrivée du président Trump. Et ici vous avez quoi? Le CEO de ING que vous avez vu qui font partie de l'ETF blockchain. Il y a quoi directement? We are experimenting with blockchain. Donc là, ils sont clairement en train de bosser avec le blockchain et aussi Microsoft comme vous l'avez vu ici. Donc là maintenant on continue. FMI, Madame Christine Lagarde, là, elle est là encore en train d'en parler. Elle parle de tout ce qui se passe au niveau mondial, global. Et on a aussi posé la question, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça, de ça? Bien sûr, le Bitcoin, de l'économie et tout ce qu'il y a. Ben, Bitcoin, non, mais blockchain, oui. Goldman Sachs, et Goldman Sachs était là aussi, mais là je ne vous ai pas mis la vidéo, sinon ça va faire beaucoup. Donc là on va terminer avec les quelques vidéos que j'ai ici. On leur parlait aussi du Bitcoin, ainsi de suite, et ils ont dit que les rumeurs au sujet de leur trading desk, étaient fausses. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire du clearing pour les investisseurs. Rappelez-vous, Goldman Sachs est un prime broker. Donc, c'est un broker que pourrait employer une personne comme Warren Buffett ou toute personne super fortunée qui a un gros fonds, un hedge fund par exemple, peut utiliser Goldman Sachs comme broker. Et eux, ce qu'ils font, c'est du clearing. C'est quoi le clearing? Lorsqu'il y a achat et vente, lorsque les ordres sont placés, Goldman Sachs doit être sûr que les actions ont bien été transférées du compte de leur client vers le compte du futur acheteur ou du compte du vendeur vers le compte acheteur de leur client. Tout simplement, c'est ça, et être sûr que les commissions et que tout était bien fait. C'est ça le clearing. Donc être sûr que les transactions de la journée sont bien faites et que le client a bien ce qui lui correspond. Donc voilà ce qu'ils vont faire. Et il y a une vidéo où M. Lloyd Blankfein, CEO de Goldman Sachs, l'explique. Toujours à Wall Street, ici, avec un ancien trader de Wall Street, et qui parle de quoi? Du débat du Bitcoin. Et donc là, ça continue encore. Donc vous voyez que le Bitcoin, on en parle énormément à Wall Street. Et ici, je vous parlais de Bridgewater en vidéo, vous avez vu monsieur Ray Dalio. Et ici, vous avez monsieur Prince, donc qui est le cofondateur et qui est le co-CIO. CIO, c'est le quoi? C'est le Chief Investment Officer, donc ceux qui sont chargés des investissements. Et là, il est en train d'en parler. Et il parle aussi de l'économie en général, mais le Bitcoin maintenant fait partie du vocabulaire, du jargon, on va dire, de tous les jours. Donc, il parle aussi de tout ce qui était investissement et bien sûr, investir dans les cryptos, crypto et Bitcoin, crypto et tout ce qui va avec. Et bien sûr, quoi? Le blockchain, oui.
Vous voyez que le mot d'ordre là-bas, c'était blockchain. Maintenant, Robinhood. Robinhood, c'est quoi? C'est une plateforme de trading qui se focalise principalement sur quoi? Sur les petits investisseurs. Et maintenant, c'est quoi? Donc, investisseurs particuliers. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme vous voyez ici, hein, ils vont permettre quoi? De trader les cryptos. Rappelez-vous, il y a Coinbase aux États-Unis qui vient de faire 1 milliard. Mais Robinhood est là, donc c'est un petit compte, enfin, un petit compte, une petite plateforme. Et ils vont permettre aux investisseurs de pouvoir investir. Pourquoi? C'est très fort. C'est un peu ce que moi j'utilise ici en Europe, c'est-à-dire quoi les CFD. Là-bas, Robinhood, principalement, ça sert à opérer sur les ETF, ça sert à opérer sur les actions, commodités, tout ce que vous voulez. Et maintenant, en plus, ils ont rajouté les cryptos. Donc, c'est vrai que dans une plateforme, vous allez tout avoir, pouvoir être diversifié. Donc, pour avoir des stratégies, et ces plateformes-là permettent de faire des short selling. Donc, c'est-à-dire acheter et vendre. Donc là, ils vont lister directement quoi? Les futurs aussi. Donc les futurs ETF, donc les contrats futurs et les ETF sont déjà listés sur ces plateformes. Et maintenant, en plus, ils vont vous permettre d'acheter quoi? D'acheter les cryptos directement. Donc, comme on dit, ils vont venir, vu qu'ils ont déjà des utilisateurs, ils ont déjà beaucoup d'utilisateurs et ils sont régulés et ils n'ont pas de problème, on va dire, comment dirais-je, vous voyez que retrait, lenteur comment dirais-je, du réseau et ainsi de suite. Là, c'est directement par rapport à la fiat et là, ils vont permettre à beaucoup de personnes d'avoir ça. Donc, beaucoup de personnes qui étaient en liste d'attente et qui veulent être diversifiées et qui veulent avoir quelque chose en plus des cryptos, pourraient quitter Coinbase ou en plus de leur compte Coinbase, avoir un compte à Robinhood. Donc là, ça devient quelque chose de très 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 intéressant. Et maintenant, on va où? On va à Van Eck. Donc Van Eck, c'est encore quoi? C'est des ETF, rappelez-vous ici. Et là, ils sont en train de parler du futur du Bitcoin. Et ici, ils reviennent encore par rapport à la comparaison qu'il y avait il y a un certain temps. Donc le Bitcoin par rapport au gold, le Bitcoin avec le blockchain. Et aussi Bitcoin ici, rappelez-vous, c'est à l'événement ETF. Bien sûr, les ETF qui ont au sujet du Bitcoin. Et eux aussi, pourquoi pas lancer eux-mêmes leur propre ETF. Donc là, c'est très 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 intéressant. Et on va terminer avec quoi? Avec des venture capitalistes et une news au sujet de Telegram. Rappelez-vous, Telegram qui a été fondé par des Russes, la compagnie est basée à Dubaï, entre Dubaï et Londres. Et là, vous avez quoi? Vous avez des capital risques, donc des venture capitalistes qui sont intéressés par Telegram, parce que Telegram va faire quoi? Va faire sa propre ICOs. Et il y a 3 gros venture capitalistes qui ont pledge millions, c'est-à-dire quoi? Qu'ils ont dit, il y a une promesse de venir donner des millions déjà pour la pré-ICO. Donc c'est un truc très très intéressant. Telegram a beaucoup d'utilisateurs, très 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 répandu et très 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 utilisé, très aimé de l'écosystème crypto. Donc tous les développeurs ainsi de suite utilisent bien plus Telegram que bien n'importe quelle autre plateforme. Et donc ça va être quelque chose de très 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 intéressant à voir et voir cette ICOs comme comment dirais-je ce que ça va donner, mais ça s'annonce déjà très 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 bien. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, ils vont développer aussi quoi? Telegram, comme on dit ici, pense développer sa propre blockchain qui va s'appeler le TON et va avoir son TON token. Donc là, ça va être quelque chose de très 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 fort. Et maintenant, ce que vous voyez blockchain, vous savez maintenant qui c'est le blockchain. Ok? Donc voilà, ici, on a tout donné. Tout est fait, c'était une longue émission mais très intéressant et on reviendra demain pour donner encore plus. Donc là, pour ne pas faire trop long, rappelez-vous, au www.jctune.com, il y a tous les consulting vidéo, vous avez les consulting one-on-one, 1 an, 6 mois, et vous avez le pack complet, consulting one-on-one et plus la gestion du risque, et vous avez aussi les Global Crypto Research, unité, souscription annuelle, et les consulting à la carte, 1 heure, 2 heures, 5 heures ici. Tout est là, donc vous savez exactement ce qu'il y a à faire pour me contacter. Et je vous rappelle aussi que dans la description de vidéo, vous allez avoir tous les liens pour ces articles. Déjà une partie aujourd'hui, une partie demain. Et les liens de mes contacts pour venir m'appeler moi directement, le site internet, le programme des modules et tout ce qui va avec. Donc là, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now, comme je suis en train de le faire maintenant. Vous êtes redirigé sur la partie de paiement sécurisé, enfin la plateforme pardon, de paiement sécurisé de PayPal. Une fois que vous êtes là-dessus, vous rentrez vos informations et comme on va voir tout de suite, un petit instant, le temps que ça charge. Voilà, et une fois que c'est fait, que vous avez mis toutes vos informations, en plus ici, moi je vous demande un numéro de téléphone portable et une adresse email, préférablement l'adresse email que vous utilisez pour Google. Donc une @gmail, donc @gmail.com. Comme ça, les playlists privées vont vous être partagées et vous allez aussi pouvoir recevoir tous les documents, feuilles de calcul, les documents Google Docs et autres PDF que l'on crée ici et qu'on actualise tout le temps. Comme ça, vous êtes toujours à jour et vous pouvez travailler tranquillement.
Ok, donc voilà, donc vous avez vu exactement tout le travail qu'il y a à faire. Je pense que vous comprenez le pourquoi de ces informations, le pourquoi c'est très important de toujours pouvoir décortiquer l'information, d'être à la page au niveau de l'information et de savoir ce qui se passe, de ne pas avoir un système fermé, que lorsque vous avez un système ou peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous devez vous adapter à l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi? C'est le marché dans lequel on est. Maintenant, on est dans un marché baissier. Beaucoup de personnes ont été blessées, ont été ruinées même, ont eu des gros problèmes dernièrement dans ce marché baissier. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le trading il y a très peu de temps. Ils ne savent pas comment naviguer ces eaux-là. Le trading, c'est un océan. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme l'océan, comme j'expliquais à des clients ici. Et ce que je dis toujours, c'est un océan. Et vous devez apprendre à nager avec les requins, les baleines et tout ce que vous avez là. Et il y a des monstres marins qui sont bien plus grands que vous. Et vous devez apprendre à naviguer tout cela. Et rapidement. Donc pendant que vous devez vous défendre, vous devez attaquer aussi. Et aussi essayer d'avoir vos poissons et survivre. Donc c'est ça. Donc c'est quelque chose de très 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 lourd. Et vous voyez que l'information est très importante. Et bien sûr, savoir l'interpréter. La source de l'information est importante. La digérer. Et ensuite, c'est quoi? Il faut traduire ça. Traduire ça, c'est quoi? Anticipation de mouvement sur les marchés, gestion du risque, gérer les positions et générer des gains. Et faire ça de manière consistante. C'est bien les gains de 1 mois, 2 mois, 3 mois, non. Les gains, on veut des gains à l'année, on veut des gains 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc on veut aller vers le haut. Vous voyez, c'est comme un graphique qui est en train de monter. Donc rapidement, c'est quoi? Pour vous expliquer ça, on veut que les gains soient comme ça. Donc peu importe si vous avez commencé ici, en 2018, ici, imaginez-vous en 2058, et ben vous devez être comme ça. Votre trajectoire doit être comme ça, doit être vers le haut. Et non, j'ai eu un gain au mois de décembre et au mois de janvier, boum, je suis comme ça et c'est fini. Carrière de trading, fini, mort. Non, c'est pas ça. Donc ne faites pas de bêtises, éduquez-vous. La base, c'est l'éducation financière. Maintenant, vous avez vu c'est quoi le blockchain, vous avez vu qui est derrière et vous voyez que c'est les mêmes banques qui étaient là hier, les grosses banques d'investissement, les Goldman Sachs, ainsi de suite, et eux ne sont pas là pour perdre. Donc vous, c'est à vous. C'est votre capital que vous avez mis à risque. C'est votre devoir de vous éduquer, de savoir ces choses-là, d'apprendre à décoder, analyser et avoir une bonne approche de marché et à transformer toutes ces informations que je vous donne ici en argent. Ça, c'est votre responsabilité. Moi, je vous amène la solution en tant que consultant et il y a des services et des solutions adaptés à toutes les bourses. Ok? Donc voilà, profitez-en tant que je suis ici disponible et tant que je peux le faire. Parce que bien sûr, je le dis aussi, je ne peux pas aider tout le monde. Ok, donc voilà. Donc, un bon week-end, un bon samedi. Ne faites pas de bêtises avec votre capital. Rappelez-vous, éduquez-vous. N'ayez pas peur, éduquez-vous. Vous avez vu qu'il n'y a pas que les cryptos. Il y a plein de choses qui peuvent vous donner des gains. Regardez toutes les compagnies que vous avez vues dans le bloc. Retenez juste quelques noms, allez regarder. Voilà. Si vous êtes en France, regardez Orange. Regardez ce que vous pouvez faire. Il y a des compagnies qui donnent des dividendes. Le Bitcoin ne donne pas des dividendes. Donc, oui, ils sont bien malins. Et il y a une bonne stratégie. Répartissez bien ce qu'on appelle le asset allocation. Vous voyez que c'est pour ça que ça s'appelle Trading Wall Street. C'est avoir le mindset d'un banquier. Quand on a le mindset d'un banquier, on sait ce qu'on a à faire. Ces banquiers-là ne perdent pas. Et bizarrement, les particuliers perdent parce qu'il y a quelque chose. Vous n'avez pas le savoir qu'eux, ils ont. Et je le dis, je vais finir avec cette note, le trading existait avant les cryptos. Maintenant, les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans le monde des traders, des investisseurs, c'est-à-dire dans le monde de Wall Street. Et bien vu, vous avez que ce qui les intéresse, eux, c'est quoi? C'est le blockchain. Donc voilà, excellent samedi, bon week-end. Demain dimanche, comme aujourd'hui, venez avec les neurones chargés. Je fais des vidéos qui sont longues, mais ce n'est pas pour vous faire perdre votre temps. Ok? Donc moi ici, moi, ça c'est ce que je fais pour moi. Moi, il ne faut pas vous inquiéter pour moi. Moi, c'est une solution et un service que je vous donne à vous. Donc, tirez-en bon avantage. Ok? Tirez-en profit et profitez-en tant que c'est là, tant que YouTube me permet de faire ce genre de vidéos. Ok? Donc, voilà. Un grand merci. Bye bye.